D'accord. Je vais vous envoyer le lien directement en message privé. Vous allez pouvoir le partager si vous voulez. Le partager sur Facebook? Oui, Ok. moi, il va être dans mon groupe, fait que les gens vont pouvoir venir le voir. Voilà, un message. Et voilà. On a déjà un spectateur. Donc, dites bonjour. C'est le temps aux gens d'arriver. Bonjour tout le monde. On puisse savoir qui nous regarde et qui est avec nous. Ok. Allô Sandra, ça va bien aujourd'hui? Voilà. Bon. Donc, comment je vais Ok. Bah, je vous laisse gérer le. Pas à moins qu'il y ait des questions particulières, mais Ben, en fait, les gens vont. Moi, j'ai déjà une liste de questions de base, le préétabli. Les gens qui nous regardent vont pouvoir en poser aussi au fil du live. d'accord. Donc, c'est ça. Je me tiens à m'excuser d'avance au cas où que. J'ai fait ma commande en ligne hier, avant-hier. Elle était supposée arriver ce matin, mais avec le confinement et tout, il y a des retards. Donc, ça se pourrait que je reçoive un toc-toc, ta commande est arrivée. Comme c'est Ah, mon épicerie, comme c'est mon épicerie, je pourrais pas la laisser. oui, oui, non, il n'y a pas de souci, vous me direz, et puis Ça, ben, je vais vérifier. m'absenter. Je vais essayer de faire ça vite, vite, juste ranger le froid dans le frigidaire, congélateur. Oui, Puis, pas de problème. Mais du coup, s'il y a des questions, c'est vous qui traitez, qui vous regardez les questions et qui les posez oralement, ou il faut que j'aille Non, c'est moi qui vérifier? les pose. D'accord, donc je vous laisse faire ce coup-là, quoi. C'est la fois, je vais faire comme je fais habituellement. Donc, bonjour tout le D'accord. monde. Aujourd'hui, je suis en entrevue avec l'auteur Christian Perrault. Donc, bonjour. J'espère Bonjour, que vous allez bien. ça va bien, vous? Oui. Donc, Christian Perrault est l'auteur de deux romans que vous m'avez voulu lire depuis 2 ans. Ben, plus que deux, mais donc, Ombre ici. Et version papier, j'ai aussi Métempsychose. Il Tout à est fait. aussi, les deux sont publiés chez ADA. Il y a aussi des livres que maintenant on retrouve seulement en format numérique. Là, j'ai un blanc. Alors moi, je les ai en format papier. OK, c'est bon. C'est ça. Dans le fond, j'ai la série Les robots galactiques. C'est ça, vous avez une série de Space Opera, donc Attraction Galactique. Je t'ai inversé, pardon. Attraction Galactique. Vous avez Danger Galactique. C'est bizarre en décalé comme ça. Et Fugitif Galactique. Ça, c'est une série de Space Opera qui est sortie à Lune Écarlate, qui est un éditeur français. C'est pour ça que vous le trouvez qu'en numérique. OK. C'est aussi eux qui ont fait Hammam et Cartel Âme Robotique. à âme, oui, c'est vrai, en version numérique aussi. C'est ça. Nous, Voilà. ici au Québec, on les trouve juste En numérique, oui. en numérique. Ouais. Et pour l'anecdote, les trois, comme Lune Écarlate arrête son travail prochainement, là. Donc ces bouquins-là sont encore disponibles parce que c'est pas complètement terminé. Mais donc pour les trois agents galactiques, je vais changer d'éditeur. Ça passera aux éditions Évidence. OK. Enfin, c'est pareil, c'est un éditeur français. Je sais pas du tout ce que ça va donner au Québec, quoi. On suivra ça. On suivra ça. Donc, en fait, compte tenu du fait on va plus focuser sur les livres qui sont disponibles en version papier au Québec, Oui, parce que je sais que les gens, pour l'instant, c'est plus sur ceux-là qu'ils connaissent et qu'ils ont lus. d'accord. J'ai mis les liens pour les autres qui sont en format EPUB au Québec, donc ils vont pouvoir, à l'oreille, ils vont pouvoir en prendre note. Donc, il y a beaucoup de personnes, c'est une question qui me revient, qui est revenue depuis que j'ai fait l'annonce, qui aimeraient ça que vous nous parliez
Des deux livres, de Honte et de Métampsychose, pour nous expliquer un petit peu l'univers des deux et l'histoire de chacun d'eux. D'accord. Donc, il faut savoir que je suis un fan de Lovecraft. Je suis tombé dedans quand j'étais petit en lisant principalement La couleur tombée du ciel. Donc, Métampsychose, il y a un fond d'idées de Lovecraft, la chose sur le seuil ou dans l'abîme du temps. Donc, Métampsychose, ça commence, c'est un gars tout à fait normal qui a un accident, enfin, l'avion dans lequel il est s'écrase et il se retrouve sur une île complètement bizarre avec encore des débris, des débris comme si l'île sortait de l'eau, quoi. Ce qui fait un petit clin d'œil à Lovecraft et à la cité de Riley où Cthulhu est censé attendre, quoi. Et donc ce gars-là est un peu paumé, il sait pas trop quoi faire, donc il erre un peu dans l'île. Et à force de fouiller, il trouve une pierre bizarre, comme une sorte de monolithe, un peu comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, et avec une empreinte, en fait, une empreinte bizarre. Donc il applique la main, parce qu'il est curieux, il sait pas trop quoi faire de toute façon. Et c'est là que l'horreur commence, puisqu'il se retrouve projeté, enfin, son esprit se retrouve projeté dans le corps d'une créature qui existait dans le passé de la Terre. Donc je reviens un peu avec l'idée, c'est vraiment, Métampsychose est vraiment un clin d'œil à Lovecraft. Donc il y a vraiment, voilà, il y a vraiment des choses qui donnent des clins d'œil au maître de Providence. Et voilà, donc le gars se retrouve à l'autre bout de la tête, enfin, carrément dans un autre temps, avec des créatures complètement bizarres qui essayent d'invoquer d'autres créatures, une espèce de dieu avec des tentacules partout. Enfin voilà, le clin d'œil est là. Donc le gars est en train de devenir un peu cinglé, il se dit, bah, je vais essayer de retrouver la pierre dans laquelle j'ai mis la main. Il trouve la pierre, il met la main, il se retrouve bien à nouveau dans son monde, enfin dans son temps. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas dans son corps. Il arrive dans son corps. Voilà. Et là, ça commence un peu le cirque avec, voilà. Il y a Métampsychose, le titre est vraiment bien choisi. Oui. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est vraiment cet aspect horrifiant où l'esprit d'un corps humain se retrouve promené comme ça au gré de ses choix qui sont pas forcément des très bons choix d'ailleurs. C'est vraiment l'apologie du gars normal qui est pas du tout un héros, qui est pas d'ailleurs à un moment donné, il se moque lui-même en disant depuis quand je suis un héros. Euh, Mhm. Ça fait référence à la phrase qui dit l'ennemi viendra qui fera de moi un héros. C'est vraiment l'apologie du gars normal qui tombe dans un truc complètement horrifiant avec des bestioles, des changements de corps, des créatures qui vivent dans un temps hors du temps. Mhm. Voilà, donc il y a tout un chassé-croisé. C'est vrai que pour la lecture, ça peut être peut-être un peu déstabilisant parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. Donc je vais pas rentrer tout dans le détail. Voilà, mais il faut, je dirais, pas s'accrocher parce que c'est pas très compliqué, mais voilà, il faut le lire tranquillement, quoi. Continuez à parler de vos deux livres. Ma commande est arrivée. Ok, ça marche. Fait que je vous reviens. D'accord. Donc ça, c'était pour Métampsychose. Et pour Ombre, Ombre, c'est différent. C'est plus une enquête policière fantastique, avec un fond de fantastique, beaucoup plus axé sur le réel, puisque Ombre se passe dans le sud de la France. Je suis né à Marseille il y a un paquet d'années. Euh, et donc, Ombre se passe dans le sud de la France avec des situations, des endroits, des lieux, des gens que j'ai connus. Donc, ça fait une espèce comment dire, de monde réel, quoi. C'est vraiment le monde réel dans lequel j'ai insufflé une partie fantastique, puisqu'il y a des disparitions avec des choses assez bizarres. Et même le personnage principal, l'enquêteur, qui est un policier, c'est pas vraiment un policier, c'est un privé, quoi, a vraiment des choses bizarres et voilà, un background assez particulier. Donc pas du tout pareil. Métampsychose, c'est vraiment l'horreur à la Lovecraft, avec des créatures bizarres et tout comme ça, avec le fait que l'être humain se retrouve confronté à des choses qui le dépassent complètement. Et Ombre, plus une enquête policière avec un fond de fantastique. Voilà, jusqu'au bout avec quelques rebondissements, mais c'est différent. C'est plus facile à lire, enfin plus facile. Ombre est plus simple parce qu'il y a des rebondissements, mais il n'y a pas ce phénomène de changement de corps avec des changements de date, des choses comme ça. Voilà. Pour ce qui est de Métampsychose Ombre. Donc du coup, je vais voir si vous avez mis s'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre temps. Euh,
Donc oui, ben, je vois Sandra dit que Métampsychose ressemble beaucoup à Lovecraft, c'est voulu. C'est tout à fait voulu. Parler un peu plus tôt. Donc voilà, donc c'est bizarre de. Oui, quoi vous dire d'autre? Donc Ombre, c'est vraiment voilà, Ombre, c'est vraiment plus simple, plus terre à terre, qu'on va dire, plus ancré dans le réel, un peu comme ce que fait Stephen King, puisqu'il prend des cas concrets, des situations qui existent. Voilà, Ombre, c'est tout à fait ça, avec une enquête policière derrière, alors que Métampsychose, c'est beaucoup plus du Lovecraft. Donc, comme dit, je suis tombé dans Lovecraft quand j'étais petit. J'ai commencé par lire, je sais pas si on le voit, La couleur tombée du ciel. Voilà, donc c'est Métampsychose, c'est vraiment du Lovecraft. À ne pas confondre avec Âme, parce que si vous le cherchez en format numérique, le Âme qui est sorti chez Lune Écarlate, ça c'est vraiment un bouquin gore, enfin, un gore horreur horrifique où où je dénonce. C'est le seul bouquin comme ça où je dénonce réellement quelque chose et j'ai fait un peu comme Verhoeven dans ses films, c'est-à-dire que pour dénoncer, je suis allé vraiment très loin dans la dénonciation. Donc c'est un bouquin qui est beaucoup plus difficile à lire à âme. Je le conseille pas aux âmes sensibles et aux jeunes. Alors que Ombre peut être lu quasiment par tout le monde parce que bon, il y a une dimension fantastique certes, voilà, mais il n'y a pas cet aspect horreur comme dans Métampsychose par exemple. Donc du coup, je vais regarder ce qu'on m'avait laissé comme alors, si j'ai d'autres livres prévus, oui, bien sûr. Malheureusement, pas au Québec, parce que malheureusement, Ada a changé sa politique. En fait, j'étais parti moi pour faire carrière au Québec, mais ils ont décidé d'arrêter de publier des auteurs non québécois. Donc, j'avais prévu une suite à Ombre qui ne sortira pas chez Ada, à moins qu'ils changent de politique après le Covid et tout ça. Mais c'était avant le Covid, donc je pense que ça n'a rien à voir avec le Covid. Voilà, donc j'ai toujours des tas de bouquins en attente prêts à sortir. Donc là, Luna Carla arrête, donc je change d'éditeur à nouveau. Pour la petite anecdote, je suis publié depuis 2007. J'ai publié 10 bouquins, 10 romans, et je suis passé dans 9 ou 10 anthologies professionnelles. Mais je suis à mon 8e éditeur, je crois, de mémoire. La plupart des éditeurs font faillite quand c'est pas des escrocs complètement. Et donc, du coup, je suis habitué à changer malheureusement d'éditeur de façon régulière. Voilà, donc là, je vais repasser sur édition et les éditions Évidence en France pour la trilogie des agents photoniques, qui va devenir une quadrilogie puisque j'avais un Gen 4 qui est en cours. Je vais être dans des anthologies professionnelles aussi, mais c'est toujours pareil. Je ne sais pas du tout comment est la diffusion au niveau du Québec. Euh, donc voilà. J'avais essayé à un moment donné de postuler pour les 6 brumes, mais j'ai pas eu de retour. Donc je pense que mon texte n'était pas assez bon pour eux, ou alors ils ont pas eu le temps de le lire. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Qu'est-ce que vous dites? Alors des livres d'horreur, très peu en fait. En fait, j'ai commencé à faire une saga de fantasy qui est aussi grosse que l'Océan aux Anneaux, mais qui a jamais trouvé d'éditeur parce que c'est trop long. C'est bizarre parce que Harry Potter ou Le Trône de Fer, ça se vend très bien, mais les éditeurs français sont assez réticents. Allô. Allô, je m'excuse, pardon. Non, il n'y a pas de souci. J'essaye de répondre aux questions qu'au fur et à mesure, Combien de j'ai. livres d'horreur as-tu fait? Oh, OK, c'est bon, cool. Donc, du coup, en termes horreur pure, Métampsychose, il y a Amam qui est vraiment de l'horreur complète. C'est le seul bouquin comme ça. Bon, Métampsychose qui est quand même horrifique, mais à son niveau. Et Ombre n'est pas vraiment horrifique, c'est plus une enquête policière, comme on verrait dans une série, voilà, comme X-Files par exemple, si je prenais un exemple connu, quoi. À côté de ça, j'ai fait beaucoup de space opéra, puisque la trilogie, la quadrilogie maintenant, des agents photoniques, qui était au départ un one-shot, qui était paru chez un éditeur qui a fait faillite. À l'époque, ça s'appelait, je sais pas si on ça s'appelait Naufrageur galactique. Donc, ce bouquin-là a bien marché.
mais l'éditeur a fait faillite, donc j'ai été repris par Lune Écarlate. OK. Et à côté de ça, vous avez Cartel Robotique, qui est aussi une enquête policière, mais dans l'anticipation, donc dans un futur proche avec des androïdes et des drones, où je me suis énormément documenté sur tout ce qui est drone, android et tout ça. Et il y a un tout petit éditeur français, mais à mon avis, à part en EPUB, vous l'aurez pas. C'est Humanité en danger, qui est chez les éditions du Tourment, qui est un petit éditeur local, qui est plus axé sur les histoires de Asimov, avec les robots et enfin, avec les trois lois de la robotique. Ouais. Donc, autant j'adore le fantastique, puisque je suis vraiment un fan de Lovecraft et d'autres bouquins comme ça. Autant l'idée, c'est pas forcément de faire de l'horreur pour faire de l'horreur. J'ai toujours essayé de faire en sorte que mes bouquins soient lisibles par le plus grand nombre de lecteurs possible, quoi. OK. Voilà. Sauf Amaham, qui est vraiment complètement à part, qui est vraiment qui sort complètement du lot. Donc, il y a Sandra qui dit on peut tous les avoir sur Amazon? Oui. Enfin, Oui. Amazon France, oui. Amazon Québec, on a regardé ensemble, Oui. il me semble que la plupart sont disponibles. Mhm. Pour l'anecdote, Cartel Robotique, au départ, était une série de 6 bouquins, enfin 6 EPUB, donc 6 bouquins numériques, puisque ça a été écrit comme une série télévisée en 6 épisodes. OK. Donc au départ, il y a eu les six petits EPUB qui ont été sortis, et après seulement il y a eu l'anthologie qui a fait le regroupement en intégral. Donc tout est disponible sur les Amazon en général. Après, il faut voir par rapport aux frais de port et tout ce qui peut éventuellement vous influencer. Voilà. Après, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés par Cartel, je peux facilement vous offrir le premier épisode en numérique. Parce que voilà, ça, je l'ai sous le coude, donc je peux facilement le distribuer. Après, les autres, il faut que je vois avec l'éditeur. Voilà. Mais sinon, sur le site de l'éditeur, je pense que vous pouvez encore acheter des choses, quoi. Parce qu'il va fermer, mais il n'est pas encore complètement fermé. Non, mais c'est ça. Puis pour ceux qui ont des liseuses, mettons comme moi, j'ai Kobo, on peut facilement aller les retrouver. Oui. Ils sont tous disponibles. Donc, je m'excuse vraiment. Le pire, c'est que j'étais sûre que ça allait arriver pendant le. Je connais Ouais, assez ma chance pour savoir que ça allait c'est arriver pas grave. pendant. C'est pas grave. J'ai mis un peu, enfin, j'ai parlé un peu de métempsychose, de ombre. Voilà, j'ai essayé de répondre à quelques questions que j'ai vu passer. Bon, c'est correct, c'est bien. Je suis bien contente. Je m'excuse, j'ai essayé de faire ça vite. Donc, voilà. Donc, en fait, je vais continuer avec mes questions. Donc, c'est bien, on a parlé de l'univers de tes livres. Moi, de mon côté, je ne veux pas, j'ai fait des recherches. Je me suis informée, je suis allée voir les descriptions, les liens et tout. Et j'ai vu que quand on décrivait ce que toi, tu faisais, on parlait beaucoup de science-fiction, de fantasy, de policier et de dérision. Oui. C'est quoi le genre dérision? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, comme j'ai commencé sur une saga de fantasy j'ai mis 15 ans à l'écrire. Donc j'ai fait un peu comme Tolkien quand il a écrit Le Seigneur des Anneaux. Je me suis cassé les dents dessus parce qu'à force de la prendre, de la reprendre, de la faire lire, et puis voilà. Donc du coup, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Je suis cousin de Jimmy Gueux, pour ceux qui connaissent. Je sais pas si ça va passer. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est connu au Québec ou pas. Jimmy Gueux. Je penserais pas, mais Il a fait à peu près 150 romans. Donc il est mort en 2000. Donc c'est un auteur des années 60-70. Et donc je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui, j'ai dit ouais, je suis en train d'écrire, j'essaie de suivre un peu la voie, quoi. Et il m'a dit avant d'écrire un roman, écris des nouvelles, parce que c'est plus simple. Enfin c'est plus simple. C'est vite dit, c'est plus simple. Parce qu'en fait une nouvelle, c'est complètement différent. Ça va être beaucoup plus punchy, il y a beaucoup moins de descriptions, il y a plus d'action et tout ça. Mais il m'a conseillé de commencer par des nouvelles. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à être publié en 2006 dans un recueil d'anthologie. Et avant ça, j'avais été publié dans des fanzines, des webzines, sur des sites internet ou sur des petits bouquins en photocopie. Et donc j'ai commencé à écrire des nouvelles, à être publié en nouvelles. Et du coup là, j'ai testé tous les styles. J'ai fait de la SF, j'ai fait du fantastique, de l'anticipation, de la dérision, c'est-à-dire que j'ai fait des textes exprès où je me suis moqué en fait de ce que j'étais en train de faire. Ou OK. voilà. Par exemple, pour ceux qui ont vu, enfin non, vous l'aurez pas eu, mais il y a c'était l'éditeur Malpertuis
avait fait une anthologie qui s'appelle Les Jeteurs de sorts, l'anthologie des Jeteurs de sorts. Et là-dedans, j'ai fait exprès un truc cartoonesque. Ok. Donc celui-là, je pense que vous le voyez, vous le trouverez pas en numérique, mais en fait, je suis parti d'une idée complètement d'un fantastique pur, où le gars invoque un démon. Le titre, c'est Démon encombrant. Donc en fait, le gars, il invoque le démon avec la Vierge qui va bien et tout ça. Sauf que le démon s'avère plus grand que la pièce dans laquelle il est. Et en Ok. fait, le gars se fait éclater contre un mur. Et le démon reste là un moment parce qu'il y a une certaine magie qui le maintient là. Et quand il a plus la magie, il s'en va. Donc c'est voilà ce genre de trucs. Je me suis amusé des fois à faire des textes un peu pris à rebrousse-poil en fait de l'histoire. Voilà pour m'amuser quoi. C'est plus des exercices de style. L'avantage d'une nouvelle, c'est que vous pouvez faire plein de tests. Oui. Voilà des textes plus ou moins lourds, plus ou moins longs, plus ou moins marrants ou glauques. Et ça permet de les reprendre plusieurs fois avec des fois des tournures différentes. Voilà, ça m'arrive des fois d'être publié dans des anthologies avec des vieilles nouvelles que j'ai récupérées, que j'ai remis au goût du jour, que j'ai modifiées. Voilà. Donc c'est vrai que je suis éclectique en lecture, mais je suis aussi éclectique en tant qu'écrivain. Quoi. Mais c'est vrai que par exemple, je suis resté accroché dans la science-fiction et dans le space opéra à cause des agents photoniques, puisque c'est les lecteurs qui me l'ont demandé. Puisque Ok. le premier sorti, c'était un autre shot. J'ai eu 700 personnes qui m'ont réclamé une suite, l'éditeur a fait faillite. Donc on l'a repris, j'ai fait le 2. Le 2 a super bien marché, les gens n'ont pas arrêté de m'envoyer des messages en me disant il nous faut un autre truc. J'ai fait le 3. Maintenant l'éditeur s'arrête, donc j'ai le 4 sous le coude qui va passer chez un autre éditeur. Et j'ai commencé une préquelle, pareil, à la demande des lecteurs, parce qu'ils m'ont dit mais le personnage principal, on voit qu'il a un background qui est bizarre, quoi. C'est en pleine space opéra, vous avez quelqu'un qui cite la Terre originelle avec comment dire, des anecdotes ou des charades ou des trucs comme ça qui viennent de la Terre. Donc c'est tout à fait disproportionné avec la période dans laquelle il est. Mais c'est prévu parce que dans la préquelle, j'expliquerai tout ça. Et du coup, je suis resté un peu cantonné dans la SF. Sauf comme Ada voulait du fantastique, ben, je lui ai représenté des bouquins de fantastique que j'avais. J'en ai encore. Hein, voilà. Mais voilà, j'essaye de faire un peu tout. Quoi. Mais c'est au feeling en fait. C'est vraiment au feeling. C'est pas, j'écris rarement sur commande. Ah, mais quand même. Il y a Sandra. Là, on m'entend ici ouvert sur votre Facebook. On va nous entendre en double. Ah. Il y a Sandra qui demande c'est quoi le space opéra? Ah. Alors, dans la science-fiction, il y a tout un tas de. Alors, j'aime pas trop rentrer les trucs dans des cases, mais malheureusement, les éditeurs et en général, ils aiment bien. Alors, le space opéra, pour prendre un exemple, c'est Star Wars. Le space opéra, c'est une situation où vous avez la possibilité d'aller plus vite que la vitesse de la lumière pour voyager. Okay. Parce qu'en vérité, voilà, si on prend la logique de Einstein, si vous faites vraiment comment dire, un bouquin de science-fiction avec les lois réelles qui ont cours dans l'univers, ben vous partez 30 ans, vous partez 30 jours par contre, pardon, dans l'espace, vous revenez sur Terre, il s'est passé 30 ans. De mémoire, il y a très peu de bouquins qui l'ont fait, à part peut-être aucune étoile aussi lointaine, un truc comme ça. Il y a un titre comme ça où le personnage principal, il voyage moins vite que la lumière, et du coup, ben, il se passe plein de choses pendant qu'il est pas là, quoi. C'est le même principe avec le bouquin d'origine de la planète des singes. Il part dans l'espace comme ça, il se passe des milliers d'années sur Terre. Donc le space opéra, c'est un style à la Star Wars où vous pouvez aller plus vite que la vitesse de la lumière et vous allez vous promener de planète en planète avec des extraterrestres, avec des rencontres comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce style-là. À ne pas confondre avec l'anticipation, comme le cartel robotique. L'anticipation, c'est plus demain, quoi. C'est ce qui peut se passer demain, après-demain, avec les progrès actuels de la technique. Voilà, sachant que dans ma quadrilogie de science-fiction, j'ai quand même récupéré des choses qui existent vraiment, ou qui sont existantes, ou qui sont proches de l'existante, comme les voiles photoniques, comme les moteurs à ions, les moteurs à antimatière qui sont en développement. Voilà. Donc je me documente ça quand même pas mal, mais voilà, la grosse différence c'est ça, le space opéra par rapport à l'anticipation. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle le hard science, qui est vraiment spécifique à des gens qui sont très pointus, comme Calvez par exemple qui bosse au CNRS, où là c'est vraiment de la technique pure, où c'est comme 2001 l'Odyssée de l'espace par exemple, c'est de la hard science parce que c'est vraiment axé sur la science, sur la technologie, sur
la réalité de l'histoire, enfin pardon, de l'univers. Okay. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je pense que oui. Voilà, c'est pareil avec la fantasy, le fantastique. Souvent, il y a des gens qui mélangent les deux. Voilà, la fantasy, c'est plus à la Tolkien, avec voilà, où la magie est quelque chose de connu. Voilà, ou Harry Potter, on peut considérer que c'est quoique c'est un peu entre les deux, mais disons que dans le monde d'Harry Potter, du côté des sorciers, la magie est connue et acceptée, donc c'est de la fantasy. Alors que du Lovecraft, par exemple, c'est du fantastique, parce que c'est une situation normale où les gens se retrouvent confrontés à des choses qui les dépassent totalement et qui dépassent totalement l'espèce humaine. Mais c'est vrai qu'il y a plein de sous-variétés, il y a plein de, vous avez je sais pas moi, la dark fantasy, vous avez, il y a plein de possibilités, et c'est vrai que c'est difficile. On pourrait faire un cours complet sur, je l'ai déjà fait d'ailleurs, des cours complets sur les types de science-fiction ou les types de romans, des choses comme ça. Mais juste en fait, de genre, je vous ai pas entendu. en fait, de genre littéraire, il y a beaucoup de possibilités. Ouais, vraiment, là. Après, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il y a certains éditeurs qui sont sectaires dans le sens où ils veulent rentrer le bouquin dans une case. Et s'ils ne rentrent pas tout à fait dans une case, par exemple, Ombre, il est à la fois du policier et du fantastique. Et je sais qu'il y a des éditeurs qui m'avaient dit, ah non, nous, on publie que du policier ou que du fantastique, mais on ne fait pas les deux. Alors que moi, en tant qu'auteur, je trouvais ça génial parce que ça permettait, pour les gens qui aimaient le policier, de trouver quelque chose qui les intéressait, et les gens qui aimaient le fantastique, de récupérer quelque chose qui les intéressait. Et voilà. Mais malheureusement, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en tout cas en France, c'est très sectorisé. Et vous avez des éditeurs qui font pas de science-fiction, qui font par contre de l'anticipation, ou qui font pas de fantasy, mais qui font du fantastique. Enfin, c'est assez bizarre. Au niveau des éditions, je ne sais pas exactement, parce que j'ai pas beaucoup parlé avec des maisons d'édition au Québec, mais je sais que quand on fait des recherches sur les livres sur les sites internet comme Archambault, Renaud-Bré ou les libraires.ca, quand ça donne à plus qu'une catégorie, ça va être, mettons, marqué policier / science-fiction. Ils marquent que c'est vraiment deux genres différents, que deux possibilités de genre dedans. C'est pas nécessairement catégorisé, mettons, juste policier ou fantasy. Ils marquent une diverses possibilités. Fait que ça, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup plus d'ouverture sur ça. Oui, parce que après, chaque histoire est différente, mais je pense qu'il faut pas chercher à cataloguer une histoire quelle qu'elle soit. Je veux dire, si vous essayez absolument de la forcer dans une boîte, bah, c'est pas terrible, même pour le lecteur. Je veux dire, le lecteur, il va lire que de la fantasy ou que de la science-fiction, c'est pas terrible, quoi. En tant que lecteur, on a plutôt tendance à vouloir justement découvrir des nouveautés et des nouvelles histoires, de nouveaux personnages, donc autant varier les gens. Sandra, est-ce que tu avais une autre question? Est-ce que ça l'avait répondu juste pour être sûr? Donc, vu que c'est sa question, pour être sûr que ça l'ait bien répondu. Je vais continuer un petit peu. Je vais revenir avec Tantôt, tu nous as parlé de Jimmy Gueux. Oui. T'en as, pour ceux qui ont lu le livre Ombre, t'en parles dedans, puis il fait un petit coup d'œil. Je suis allée faire mes recherches parce que justement, c'est un auteur que je connaissais pas. J'ai su que c'est ça, il écrivait beaucoup au niveau de la science-fiction. On a cru comprendre aussi que H.P. Lovecraft était beaucoup une inspiration, mais le fait que tu sois parenté à cette auteur-là, est-ce que ça t'a donné comme un petit plus ou une inspiration de plus pour faire comme OK, c'est vraiment dans ça que je m'embarque, comme genre littéraire? Disons que j'ai toujours lu des bouquins avant même d'écrire, et je lisais déjà du Jimmy Gueux avant de savoir que c'était un cousin, parce que c'est le fils de la sœur de ma grand-mère maternelle. Mais voilà, et un jour, en discutant avec, je crois que ma mère ou ma grand-mère, je sais plus, ils m'ont dit, mais parce que j'ai commencé à écrire en fait, et puis ils m'ont dit, mais tu sais qu'on a un auteur dans la famille, quoi. Et je me dis, quoi? Voilà, donc du coup, j'ai essayé de le contacter parce que c'était quelqu'un d'un grand monsieur. Il a fait de la science-fiction, il a fait de l'ésotérisme, il était parapsychologue, il était ufologue, il faisait des conférences de partout en France. Donc j'ai pu aller le voir, assister à une des conférences, on a mangé ensemble, on a discuté, c'était vraiment génial, quoi. Et du coup,
je veux dire, je n'ai pas essayé de faire comme lui, quoi. Mais ce que j'aimais bien dans ses écrits, et ce que j'aime toujours bien quand je lis ses écrits, c'est que c'est ce qu'on appelle vulgairement des écrits populaires. C'est-à-dire, c'est des textes qui peuvent être lus par un grand nombre de gens. Et franchement dit, je préfère ça que des bouquins complètement hermétiques où il faut être bac plus 15 pour comprendre. Des fois, je prends comme exemple Calvez, qui fait des super bouquins, hein, c'est un auteur français. Il est au CNRS, donc c'est un grand monsieur qui est au niveau technique, il est très très bon. Mais des fois, j'ai lu de ses bouquins où j'ai dû discuter avec lui par mail en me disant, je suis arrivé à un stade du bouquin où je comprends plus rien parce que c'est trop technique, trop embiliqué, trop. Et en discutant sur des salons, parce que je fais quand même des salons depuis 97, j'ai toujours entendu dire les lecteurs, ah ouais, mais lui, je le lis pas parce que c'est trop compliqué, ça, je lis pas parce que je comprends rien. Et c'est vrai que voilà, j'ai toujours essayé de, autant faire ce que, de m'approcher de quelque chose de lisible pour un grand nombre. Par exemple, Attraction Galactique, le premier roman de Space Opera, j'ai plein de jeunes qui l'ont acheté, d'ados, et qui sont venus et que je retrouvais sur les salons pour le deuxième, pour le troisième, et qui étaient fans, quoi. Et qui, voilà, j'ai trouvé ça génial parce que si ça avait été un livre trop complexe à lire, les ados n'auraient pas pu, quoi. Effectivement. Enfin, je dis pas que les ados savent pas lire, c'est pas. Non, mais c'est ça, si le vocabulaire ou le contenu aurait été trop. Ouais. Voilà, sachant que la science-fiction, c'est quand même typé. C'est-à-dire qu'on peut pas faire de la science-fiction comme on fait de la fantasy ou comme on fait du fantastique. C'est pas du tout le même vocabulaire. Dans le fantastique, il faut être très très terre à terre pour justement mettre en relation, enfin, en opposition le fantastique qui est horrifiant par rapport au réel, alors qu'en science-fiction, ben, il faut apporter certaines infos techniques, comme les tunnels de Krashnikov ou les lignes, je sais pas, la vitesse lumière ou des choses comme ça. C'est des termes connus, enfin connus, techniques, on va dire, qu'on est obligé de passer par là, quoi. Après, il y a une certaine logique. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, c'est correct. En fait, il y a Sandra qui a écrit Moi, métempsychose, c'est la limite pour comprendre. C'est sûr que, comme vous expliquez au début, métempsychose est vraiment un clin d'œil à H.P. Lovecraft. Oui. H.P., j'ai lu un livre de lui, puis c'était vraiment un tout petit livre. C'était pas une immensité. Lovecraft a fait que des nouvelles, sauf l'affaire Charles Dexter Ward, qui est un roman. Voilà. Mais c'est ça, H.P. Lovecraft, c'est quand même un bon morceau. Même si c'est des nouvelles que c'est tout petit, c'est pas un livre que tu lis genre en 2 heures. Oui, le vocabulaire est particulier. Fait qu'à les minutes qu'on s'attaque aux côtés de H.P. Lovecraft dans son univers, c'est normal qu'on soit obligé de prendre un temps d'arrêt. Moi, c'est ce que moi j'ai cru voir en tant que lectrice. On soit obligé de prendre un temps d'arrêt et de bien lire pour bien comprendre. Parce que effectivement, des fois, c'est pas toujours logique. Écoutez, des fois, notre cerveau nous fait comme OK, là, je comprends pas, ça marche pas, puis on essaie de faire des liens, mais c'est justement là, il faut pas essayer de faire de liens parce qu'il y en a pas. On est complètement dans d'autres choses. En fait, Lovecraft part du principe que la Terre existe avant nous, avant les humains, il y avait d'autres choses. Il y avait des créatures, il y avait des choses bizarres comme Cthulhu, Nyarlathotep ou des choses comme ça. Et en fait, il part du principe que nous, on est un peu comme les tiques sur le dos d'un chien. On est complètement insignifiant dans son univers. On est complètement insignifiant. On n'a aucune puissance, nous, contre des bestioles comme ça. Et du coup, il le transparaît dans le bouquin parce que c'est vraiment, voilà, les gens sont complètement désespérés. Une fois sur deux, ils deviennent fous. Une fois sur deux, ils sont dévorés par quelque chose. Et voilà, c'est vraiment un contexte très très particulier. Je fais beaucoup de jeux de rôle. On le voit aussi avec le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu qui est sorti depuis longtemps et qui est en version 7, je crois maintenant. Et souvent, les joueurs croient qu'ils sont dans un monde normal où on peut y aller avec la mitrailleuse ou le fusil d'assaut. Et en fait, ils se font laminer parce que les bestioles en face, elles en ont rien à faire des trucs qui sont complètement en dehors. Ils sont en dehors du temps, en dehors de l'espace et tout comme ça. Enfin, je veux dire, ça rappelle un peu Aliens, le deuxième, pour ceux qui l'ont vu. Ça tire dans tous les sens, mais ils se font quand même laminer. Voilà. Lovecraft, ça reste très particulier. Et c'est pour ça que Métempsychose par rapport à Ombre, c'est complètement deux choses différentes. Même si Ombre, on sent un petit peu le fantastique derrière, mais c'est pas du tout la même chose. C'est plus de l'enquête policière, c'est plus du réel. Disons, je dirais que Ombre, je veux pas me mettre à son niveau, je suis bien en dessous de lui. Mais Ombre est plus dans l'idée de Stephen King.
voilà, monde normal avec un truc complètement bizarre qui transparaît petit à petit et sur lequel on peut agir ou pas. Alors que Lovecraft, c'est vraiment, voilà, c'est Aliens, c'est Starship Trooper à l'époque pour ceux qui l'ont vu, c'est un peu la même logique. C'est les gens, on ne font pas, on fait pas le poids, les humains ne font pas le poids contre des trucs qui vivent depuis des éons, des éons. Donc voilà, donc Ombre c'est plus facile à lire que Métempsycose. Et ce que je disais avant que vous arriviez, en fait, c'est que Ombre, je l'ai vraiment axé dans le réel. C'est-à-dire que Ombre est vraiment axé sur des gens que j'ai connus, sur des situations que j'ai connues, sur des lieux que j'ai personnellement connus. Je suis né à Marseille, moi, donc j'ai vécu 25 ans à Marseille, et maintenant je suis en Alsace. Et donc, Ombre, je l'ai vraiment câblé sur le bas, le sud, quoi. Et tout ce que je dis dans Ombre existe, excepté la partie fantastique. Voilà. Le personnage principal était inspiré de mon père. Il s'appelle Joe Desfourches parce que on avait un petit cabanon qui était dans un lieu-dit qui s'appelait Les Fourches. Et mon père s'appelait Georges. Et donc souvent, il appelait Joe, les gens là-bas. Et voilà, à un moment donné, on voit des statues qui ressemblent un peu à deux frères face à face. C'est des statues qui existent vraiment. Voilà, j'ai fait écraser l'avion à un endroit bien précis parce que je connais cet endroit-là. Voilà, et quasiment tout ce que je dis dedans existe, la Barbin, voilà, et même le trou en plein milieu de nulle part dans les bois de paille olive dans le milieu de la France là existe aussi parce que je l'ai vu. Je suis pas allé voir au fond s'il y avait s'il y avait ou pas un monstre, mais voilà l'idée. Voilà. Ombre est vraiment très très axée sur le réel, un peu comme fait Stephen King où il prend vraiment du réel, des choses qui existent, qu'il a déjà connues, sur lequel il rajoute une petite partie de fantastique. Ah, ben c'est le fun. Quand on les lit puis qu'on le sait pas puis qu'on l'apprend après, je trouve ça encore plus. J'en parle tout à la fin, je crois qu'il y a un petit paragraphe tout à la fin, aussi ils ne m'ont pas coupé au montage. Et normalement, il y a un petit paragraphe à la fin où je dis que c'est basé sur des choses que j'ai connues, tout ça. Mais si, normalement, à la fin, dans la postface. La postface, oui. La postface à la page 240. Oui. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'avais prévu une suite de Ombre, donc qui devait se passer en Alsace, puisque maintenant je suis en Alsace, donc c'était pour faire le penchant avec le sud et le nord. Sauf que vu que Ada, je l'ai dit tout à l'heure avant que vous étiez parti, Ada a décidé d'arrêter de publier des auteurs non québécois. Donc tout ce que je voulais faire au Québec, c'est tombé à l'eau. J'étais venu au Boréal pour présenter Métempsycose et j'étais bien parti. Enfin moi, j'étais motivé voilà pour revenir régulièrement. J'ai failli acheter une librairie au Québec, mais finalement ça s'est pas fait. Voilà, malheureusement, Ada a décidé d'arrêter les auteurs non québécois. Donc pour l'instant, je suis coincé. J'ai essayé de voir par Cibrume, mais pour l'instant, j'ai pas eu de retour. Voilà. Après, c'est un petit peu pour les maîtriser. Je m'excuse parce que je m'entends en double, je sais pas pourquoi. Vous voulez que je coupe si je baisse le son, je vous entends plus. On va acheter Amazon, oui. Ben, en fait, c'est ça, c'est que ADA, c'est pas juste les auteurs non québécois qui coupent. Avec la pandémie, veut pas, il y a beaucoup de ressentis, peu importe la maison d'édition. Je l'ai marqué sur mon groupe ce matin. Il y a déjà 2 auteurs que j'aime beaucoup qui ont vu leur contrat résilié. Et c'est sûrement pas les 2 seuls, il va sûrement en avoir d'autres. Bon, moi, c'est pas récent, c'est pas de la pandémie, ça date d'il y a un moment déjà. Ah, mais ça, par contre, je ne savais pas, là. Mais. Je crois que je suis même pas sûr qu'Ombre était déjà sorti quand j'ai su que ils arrêtaient. En fait, il y a eu une polémique sur Facebook. Et moi, je suis quelqu'un de franc et de direct. Donc, j'ai carrément demandé à mon directeur de collection ADA. Et j'ai dit que c'est vrai ou voilà, c'est du flanc, quoi. Et ils m'ont dit non, c'est vrai, il y a trop de frais à première vue avec la France, la diffusion en France, c'est compliqué. Même ici, moi, juste pour l'avoir en librairie, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc je pense que c'est un problème de frais, de frais de port, de tous ces trucs-là. Probablement, oui. C'est dommage. Mais bon, au moins les livres sont encore disponibles, fait que tant qu'ils vont l'être, ils m'ont garanti qu'ils resteraient disponibles, que c'est pas parce qu'ils prennent pas un nouveau contrat, mais que les contrats déjà signés sont honorés. Donc normalement, ils devraient être toujours disponibles, enfin toujours.
aussi longtemps que le contrat se maintient. Quoi. Et après, je sais pas, peut-être ils changeront un jour de politique, ils reviendront. Ça fait pas un an, donc j'ai pas encore eu des retours style retour droit d'auteur ou tout ça, donc je sais pas du tout comment ça a marché au Québec. De prime abord, ça a marché, mais j'en sais pas plus. Sur ça, je peux pas aider beaucoup. J'ai pas, j'ai pas encore un pied assez placé dans ce domaine-là pour pouvoir répondre. Mais bon, on va espérer au moins que c'est ça. Au moins que vous trouviez une maison. Si c'est pas au Québec, même les sites brumes, on espère. Mais comme je dis, en ce moment, moi, personnellement, je laisse une chance à toutes les maisons d'édition. Avec la pandémie, c'est vraiment dur pour tout le monde. Fait que, c'est sûr que je les comprends toutes de pas vouloir signer de nouveaux auteurs ou de vouloir prendre leur temps parce que sont encore eux aussi dans le on le sait pas ce qu'on s'en va vraiment. Oui. Fait que, après, normalement, la plupart des contrats d'édition, vous avez des laps de temps pour publier les bouquins. Ça, en général, c'est au moins jusqu'à 18 mois de base, quoi. Donc, de prime abord, même si vous avez une pandémie, rien ne vous empêche de négocier avec l'auteur et de lui dire, on fera pas 18 mois, on fera 20 mois ou 25 mois. Donc, je bon, on est pense tous la dans la même situation. voilà. Je pense que c'est pas une justification d'arrêter un contrat en fait, la pandémie. De pas en signer de nouveau, certes, mais arrêter un contrat, je trouve ça bizarre. Après voilà, c'est des choix, on sait jamais exactement ce qui se passe entre les éditeurs. Voilà. Après, comme je disais moi, j'en suis à 10 bouquins, mais j'en suis à 8 éditeurs. La plupart ont fait faillite. J'ai eu des escrocs aussi. Voilà, donc voilà, je fais ça par passion, heureusement. Mais c'est très dur. Hein, je veux dire, être éditeur déjà c'est compliqué. Être auteur aussi. Voilà, mais ils ont énormément de frais, ils ont énormément de TVA, de taxes, tous ces trucs-là. Et voilà, il faut des reins solides pour tenir le coup. Quoi. C'est difficile, le monde littéraire. Ben, oui. En fait, celui qui gagne le plus, c'est celui qui vend. La Fnac, Amazon, tout ça, ils récupèrent entre 30 et 40% sur le prix de vente. Alors que l'auteur a à peu près 5% et l'éditeur a à peu près 5 ou 10%. Donc voilà, comment vous voulez. J'ai l'auteur Magali Laurent qui avait fait une vidéo il y a quelques mois qui disait qu'au Québec, je pense que les auteurs, c'est environ 10% qui ont sur le montant de la vente. Donc, c'est quand même pas beaucoup compte tenu du fait que vous faites une grande partie du travail. On se le cachera pas. C'est vrai que c'est un peu énervant, entre guillemets, de voir que c'est le vendeur, celui qui fait rien d'autre que le mettre en rayon, qui prend presque la moitié du prix de vente. Quoi. Et quand vous allez voir un vendeur à la Fnac, quoi que ce soit, un libraire ou quoi, une fois sur deux, on vous répond qu'ils sont là pour faire de l'argent, pas de la promotion littéraire. Donc en tant qu'auteur, sauf si vous êtes connu, c'est sûr que si vous appelez Stephen King et vous dites je veux faire des dédicaces chez vous, là tout de suite vous avez un pont d'or. Mais si vous arrivez, vous êtes Christian Perrault, j'ai écrit 10 bouquins, on vous regarde avec des grands yeux, on dit vous croyez qu'on a quoi ça à faire, de faire des trucs et tout. Voilà. Et bon, c'est ça, c'est dommage. À mon avis, c'est dommage. Parce que même 10% sur un bouquin, je sais pas, disons à 10 dollars, ça vous fait un dollar. Il faut en vendre un paquet par mois pour arriver à faire quelque chose. Quoi. Effectivement, c'est vraiment pas. C'est pas juste sur ce point-là. Vive l'auto-édition. Oui, aussi, il y a beaucoup d'auteurs qui se mettent à l'auto-édition. Oui. Maintenant, ça s'est aussi beaucoup démocratisé parce que moi, dans les années 90, 90-2000, quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai commencé à voir que j'avais des problèmes d'éditeur parce qu'ils faisaient faillite, tout ça, j'avais pensé à l'auto-édition. Mais à l'époque, si vous vouliez vous auto-éditer, il fallait acheter un carton de bouquin. Ça coûtait, disons, à peu près 200 ou 300 dollars ou euros pour nous, quoi. Vous achetiez un lot de, je sais pas, 300, 400 bouquins. C'était un minimum à acheter. Et après, vous baladiez avec votre carton dans tous les salons, dans toutes les librairies, tout comme ça. Sauf que les librairies vous disaient, OK, mais je récupère 40% sur le prix de vente. Donc, suivant le prix du bouquin, pas cool. Les salons vous disaient, pas de problème, venez chez nous, mais il faut payer le stand, ça coûte X centaines ou milliers d'euros. Et moi, quand je faisais des salons, je voyais plein d'auteurs qui étaient auto-édités et je les voyais toujours revenir avec leur même carton. Et le carton se défraîchissait d'année en année, quoi. Et je me disais, mais jamais de la vie, quoi. Déjà, c'est un investissement colossal. Et en plus, vous baladez tout le temps avec votre bouquin et les gens vous revoient toujours avec le même bouquin, le même carton.
C'est terrible. C'est pour ça que j'ai jamais sauté le pas. Maintenant, avec les nouvelles technologies où vous avez l'impression à la demande, il n'y a plus d'investissement. Non. Le seul investissement que vous avez, c'est la couverture et la correction. Donc, si vous avez quelqu'un qui est sympa, qui vous fait la couverture pas chère ou qui accepte de faire un partenariat et quelqu'un qui vous aide à faire les corrections grammaticales et les trucs habituels, voilà, demain, vous imprimez le truc, c'est à la demande, les gens l'achètent ou pas. Je sais pas si vous gagnez beaucoup d'argent, mais au moins vous êtes le seul maître à bord, quoi. Vous n'êtes pas embêté avec des gens qui font faillite, des gens qui vous payent pas, des gens qui vont vous changer des trucs dans le bouquin que vous n'avez pas envie de changer. Non, c'est ça. Voilà. Puis il y en a aussi qui se virent de plus en plus vers le numérique. En frais numérique, il y a pas de frais d'imprimerie, il y a pas Oui, c'est juste, ça reste quand même juste la correction. Puis, la la couverture, diffusion, puis après ça, c'est de payer le site Internet sur lequel que tu le publies. Puis après ça, ben, c'est de faire sa pub soi-même, là. C'est pas, oui, bah ça, de toute façon, en tant qu'auteur, on est obligé de faire sa pub soi-même parce que la plupart des éditeurs, souvent, c'est des petits éditeurs parce que les très gros, ils en ont rien à faire des gens pas connus. Les très gros, ils font de la réédition, ils font de la traduction, ils reprennent des gens qui sont morts depuis 20 ans, mais les jeunes qui arrivent, ça les intéresse pas du tout. Et du coup, vous êtes obligé toujours de faire votre propre pub, en fait, même si vous êtes publié chez un éditeur. Donc, je comprends tout à fait les gens qui font l'auto-édition, c'est clair. c'est un petit peu pour ça qu'il y a des gens comme moi qui se battent pour faire de la pub pour les auteurs parce C'est qu'on gentil, s'en est c'est rendu compte gentil. qu'il en manque Merci beaucoup. beaucoup. C'est vrai que c'est une grande première pour moi, la vidéo comme ça. J'ai déjà fait des interviews papier, j'ai déjà fait des interviews filmées, mais c'était dans des cadres particuliers, c'était pour des lycées ou pour des associations, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une première pour moi. Il Merci. y a beaucoup d'auteurs qui en ont pas fait, qui me le disent avant un petit peu. Ouais, je suis stressée, c'est la première fois que je fais un live avec quelqu'un. Les blogueurs, booktubers sont là aussi pour ça. Oui, exactement. Il y a aussi un monde fascinant sur YouTube de gens qui parlent et qui font de la promotion de livres. Ouais, j'en Mais ai vu quelques-uns passer, ouais, mais on n'a pas forcément l'info. Enfin, moi, en tant qu'auteur, voilà, il faudrait que je passe mon temps sur Internet à chercher. Alors des fois, ça passe par Facebook, donc les gens ils me mettent en commentaire, donc ça me fait une alerte, donc je peux aller voir et je le mets en général dans mon site. Je cite systématiquement les avis, les informations, les interviews qui ont été faites. Mais des fois, je suis pas au courant et je tombe dessus par hasard ou quelqu'un me dit ah oui, j'ai vu un truc de toi, bah oui, mais je savais pas. Non, mais c'est vrai que c'est dommage. Voilà, non, il y a des gens qui font un travail formidable. Je veux dire, c'est clair que tous les gens qui font de la pub comme ça gratuitement, sans demander rien à personne, ils font leur petit truc de leur côté. Je trouve ça génial. C'est juste dommage que j'ai pas plus d'interaction avec eux parce que je pourrais les remercier et peut-être, je sais pas, liker leur site ou faire des partages, des trucs comme ça, mais je suis pas forcément informé. non, ben c'est ça. Puis en même temps, il y en a beaucoup, mais c'est ça. On essaye tranquillement, pas vite, de créer une petite. Ben, j'espère qu'elle va devenir une grande, mais de créer une communauté où on est capable de tous se mettre ensemble, Ah oui, ça c'est bien, ça. de tous se retrouver. Échanger. C'est ça. Essayer de changer les choses parce que oui, il manque cruellement de publications. Puis les auteurs, c'est ça. Il y a des auteurs qu'on entend parler beaucoup, il y en a d'autres qu'on n'entend pas parler. Il y en a des fois que j'entends parler d'un auteur, ça fait comme 3 ans que son livre est sorti, puis je suis comme, puis j'en entends parler juste là, mais tu sais, il était où pendant 3 ans? Ouais. Fait Mais des que, fois, ça fait des réminiscences, des bouquins qui peuvent sortir. Je pense à Brown avec le David Chicode. Le David Chicode, c'était son troisième ou son quatrième bouquin. Et voilà, celui-là a marché, donc après forcément les autres se sont revendus beaucoup plus. Et mhm. c'est souvent comme ça, c'est d'un coup vous avez un pic, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que l'éditeur a fait plus son boulot? Est-ce que il y a eu des youtubeurs qui ont fait, qui en ont parlé? Est-ce qu'il y a eu du bouche à oreille? On n'en sait trop rien comment ça marche, quoi. Mais c'est vrai que des fois ça peut faire des réminiscences comme ça subites. Mais c'est ça. Mais tu sais, on peut se dire, là, moi, je remercie souvent les gens qui sont avec moi dans mon groupe, puis qui embarquent avec moi, parce que justement, ça me permet de continuer à faire ça, puis de vous faire découvrir. Puis, je sais pas c'est qui dans mes derniers lives qui m'a dit, en fait, j'ai beaucoup d'auteurs qui m'ont dit merci de faire le live comme ça avec eux. Euh,
Puis je pense qu'en fait, c'est Maxime Poulain puis Fred qui m'ont Frédéric Saint-Jean, son copain, qui m'ont dit ça. Puis j'ai dit, ça me fait penser un petit peu. Mon fils écoute beaucoup le film Robot. Et Big Well, qui est dans le fond le gros robot de l'émission, il dit trouve un manque, comble un manque, puis ça fait allumer le personnage principal de l'histoire, puis tu sais, ça évolue sur ça. Puis j'ai dit, moi, c'est ce qui s'est fait mentalement dans ma tête. J'ai trouvé un manque, puis là, je comble un manque. C'est super. Puis j'essaye de faire en sorte que les gens embarquent, puis les gens participent, puis que, tu sais, ceux qui me disent, ouais, mais tu sais, je fais pas beaucoup de critiques, ouais, mais juste le fait que tu m'écrives en une phrase, OK, je l'ai aimé pour ça, ben, c'est un point positif de plus. Il y a quelqu'un d'autre qui va faire comme, ah, ben, tiens, quelqu'un d'autre qui l'a aimé. OK, oui, ben, je vais peut-être l'essayer. Ah oui, ça c'est, je suis tout à fait d'accord. En tant qu'auteur, il n'y a rien de mieux que d'avoir des avis de lecteurs. C'est pour ça que je fais pas mal de salons du livre, parce que ça permet de discuter avec les gens et alors, il y en a qui sont fleuves et ils vous parlent pendant 1 heure du bouquin. Il y en a, ils vous disent juste 3 mots, mais ça suffit. Ça fait voilà, ça fait une info, ça fait. Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur les agents photoniques, c'est qu'il y avait des lecteurs qui venaient me voir et qui me disaient on a bien aimé votre bouquin, mais c'est dommage, le personnage secondaire ou tertiaire, on le voit plus. Ça serait bien qu'il revienne un jour, des trucs comme ça. Et du coup, pour leur faire plaisir, dans les bouquins suivants, je suis allé chercher comme ça des personnages qui, de prime abord, n'auraient pas dû rebondir plus loin, quoi. Et je trouve ça génial, quoi. Je veux dire, mais même si c'est trois mots, j'ai aimé ou j'ai pas aimé, ou voilà. Mais moi, je suis tout à fait preneur des avis et des critiques. C'est par la critique qu'on avance. Vous voyez ce que je veux dire? Si tout le monde dit c'est génial, bon, c'est bien, c'est sympa de dire que c'est génial, mais je préfère quelqu'un qui me dise c'est génial, mais j'ai ça que j'ai pas aimé, ou il y avait ça qui était trop compliqué, un truc comme ça. Ça, c'est vachement plus constructif. Voilà, que le gars qui a adoré à 100% ou le gars qui a détesté à 100%, ça existe aussi. On a sorti des fois des trucs, je sais plus, quand je faisais des nouvelles, il y a quelqu'un qui m'avait dit que j'avais pompé sur un épisode de Buck Rogers qui était sorti en 1940, je sais pas trop combien, ou 50, un truc complètement improbable, un truc que j'avais jamais vu ni d'Ève ni d'Adam. Voilà, donc des fois ça fait des critiques un peu marrantes où on se dit bon, écoute, non, j'étais pas né déjà et puis non, j'ai pas vu ce truc-là quoi. Mais c'est ça. Fait que c'est ça, c'est ce que j'ai fait, en fait. Puis compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de salons du livre qui ont été annulés, nous aussi, ici au Québec, ben, en faisant des lives comme ça avec vous, ben, tu sais, ça permet un peu, Ah tu sais, oui, c'est il chouette. n'y a pas la dédicace, il n'y a pas tu sais, le direct avec l'auteur, mais au moins les gens peuvent parler, Ah oui, poser des questions. Fait que, tu sais, j'essaie de faire comme un mini salon, oui. mais Il y en a pas mal qui ont été faits sur Discord aussi. oui, Vous avez, alors, du coup, c'est carrément en audio, quoi. Et c'est pas mal aussi. On a même fait un festival du jeu de rôle en Discord parce que le festival a été annulé. Et c'est pas mal finalement. Ça permet d'échanger. Mais là, c'est bien, c'est aussi chouette comme idée parce que vous, on en est filtrez. beaucoup à commencer à en faire. Luzerne Rousse a fait le salon virtuel aussi, Ouais, qui a été vu beaucoup. Je sais qu'il y a d'autres groupes Facebook qui ont commencé à faire aussi, au lieu d'être comme moi qui les interview, c'est des auteurs qui se parlent ensemble. Donc, d'accord. euh, tu sais, Mais c'est ce l'idée est bonne. L'idée est que bonne. L'idée est géniale parce que ça permet justement d'échanger, de discuter c'est et ça. d'avoir des questions, quoi. Je veux dire, une interview, c'est sympa, mais comment dire, c'est figé, quoi. Alors que voilà, les questions du live, ben, vous avez des gens qui viennent, qui posent des questions. C'est du tac au tac, comme si on était dans une conférence. J'ai fait quelques C'est ça. conférences sur Tolkien ou sur la science-fiction. Et c'est toujours sympa d'avoir un échange comme ça avec les gens qui vous disent, oui, il y a ça, j'ai pas compris ça. Enfin, qui vous posent des questions techniques ou des choses comme ça. Ça, c'est chouette. J'ai toujours adoré. Quoi. Ben, c'est pour ça que, tu sais, je suis contente quand les gens participent puis que, tu sais, je prends vraiment la peine de regarder les commentaires pour être sûre de ne pas rater de questions parce que je trouve ça le fun que les gens embarquent autant parce que je le fais pas juste pour moi puis je le fais pas juste pour les auteurs, je le fais pour eux aussi. Oui, pour la communauté, c'est normal. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est génial. Exactement. On C'est est, une on super est tous idée. dans la même situation. Donc, Non, mais c'est chouette. Merci beaucoup. ça fait Merci plaisir. à ceux qui écoutent et qui posent des questions. On n'est pas beaucoup Voilà. aujourd'hui, mais il y a, les gens, je sais que les gens vont le réécouter plus tard. C'est ça, tu sais, je m'en attendais. On est dans l'après-midi, il fait beau dehors. Oui, c'est clair. Bon, nous, Mais on est plutôt en soirée là en France. On est à 20 ouais. heures passées. Voilà. Après, il faut pas qu'ils hésitent. Je suis un auteur encore accessible. Je suis pas dans une tour d'ivoire avec un pont-levis.
Donc voilà, il faut pas qu'ils hésitent sur Facebook ou sur mon site, il y a une adresse mail de contact. Il faut pas qu'ils hésitent. Je réponds toujours. Pas forcément dans la minute parce que je travaille à côté, mais je veux dire, faut pas qu'ils hésitent à poser des questions, à me donner leur avis. Bon ou mauvais, je veux dire, j'accepte toutes les critiques, même les plus agressives. Voilà, non mais il faut pas qu'ils hésitent. Ben, c'est bien. Fait que lâchez-vous, gang, puis allez-y. Je vais continuer un peu sur mes questions. Oui. Pas trop. Ça va faire quasiment déjà 1 heure qu'on est Ouais, en. Oui, ça paraît pas, mais oui. ouais, on voit pas le temps passer. En fait, ma prochaine question était tu sais, là, comme tu disais, c'est comme on a vu aussi, tu écris beaucoup pour un site internet que je me souviens jamais du Alors, nom. j'ai été publié dans des sites internet, mais ça s'est tari un peu. C'est-à-dire que j'ai participé à plusieurs webzines, donc des petits des recueils de nouvelles, quoi. Mais voilà, il faut écrire de nouvelles, il faut répondre. Et vu que je me suis pas mal concentré sur les romans, ça fait un moment que j'ai arrêté là. J'étais avec Imaginaire, j'ai été, ouais, il y en a plein. Il fallait que je reprenne ma bio, quoi. Mais récemment, j'en ai pas refait. Alors, j'ai vu qu'Imaginaire est en train de rééditer en numérique certains trucs. Là. Ils ont sorti un vieux texte que j'avais fait sur Tolkien, où il y a d'ailleurs un portrait chinois dedans. Je me rappelle l'avoir fait, je me rappelle que ça avait été compliqué. Portrait chinois, vous savez, c'est vous êtes une plante, vous êtes, je sais pas, un film, vous êtes un truc comme ça. Et je me rappelle que ça avait été, il y a 3 ou 4 pages de questions comme ça. Je me rappelle que ça avait été compliqué à répondre à certains trucs. Donc, c'est disponible si vous regardez sur le site internet ou sur Facebook, j'ai différents partages. Quoi. Et à moins que vous parliez de Chimera, peut-être. Chimera, c'est autre chose, c'est plutôt de la chronique. Donc, je suis OK. chroniqueur jeu et des fois littéraire aussi OK. sur Chimera. Chimera était un magazine qui sortait en kiosque avant. Donc, j'étais chroniqueur jeu à l'époque. Et puis, c'est devenu un webzine puisque en kiosque, ça marchait plus. Et à force des mouvements des gens, je suis devenu responsable de la section jeux. OK. Donc, je m'occupe de chroniquer des jeux, principalement des jeux de rôle, des jeux de figurines, des jeux de plateau, ce genre de choses. Et de temps en temps, comme j'ai des gens que je connais qui écrivent, de temps en temps, on m'envoie des bouquins de leur éditeur ou des choses comme ça. Donc, bah, je prends l'habitude de, si je lis quelque chose, d'en parler directement sur Chimera. Là, par exemple, j'ai été dans les lauréats d'un concours de scénario de jeux de rôle. Voilà, donc ça m'a permis, Chimera, ça m'a permis d'en parler un petit peu dessus, d'interviewer 2, 3 auteurs. Voilà, donc c'est pas mal. Mais, non, mais ça, c'est Chimera. Voilà, c'est un job de journaliste un peu quelque part. Quoi. Enfin, chroniqueur plus que journaliste. Quoi. Ouais. Voilà. Mais C'est quand ça date. Pardon? c'est quand même intéressant. Ah oui, non, mais moi j'adore. J'ai déjà fait je suis déjà allé dans des salons de jeux, des choses comme ça. Et je me rappelle une fois, on était à Paris avec mon gamin, j'ai emmené mon gamin. Et donc moi, j'avais pas une carte de presse, mais j'avais le blanc-seing pour pouvoir rentrer en tant que journaliste, enfin chroniqueur. Et donc on a doublé. Il y avait une file d'attente de je sais pas 3 ou 4 heures pour avoir des tickets. Et moi j'avais mon petit gamin avec moi. On est arrivé, on a doublé tout le monde. Et le gamin était ouais, super. Et voilà, lui après il est parti dans les jeux vidéo et tout. Je l'ai plus revu de la journée. Et voilà, donc c'était chouette. Quoi. On a fait des trucs comme ça, mais ça s'est tari en fait. Je m'aperçois que je pense que les éditeurs de jeux sont comme les éditeurs de bouquins. Ils ont de moins en moins d'argent et donc ils peuvent de moins en moins suivre des services de presse, des choses comme ça. Alors des fois il y en a qui le font en PDF, ça Mhm. se lit aussi. Je veux dire, c'est pas un problème. Mais même les PDF se tarissent aussi. Je pense ils ont plus assez de temps ou plus assez de gens. Ils doivent faire des diminutions au niveau société, quoi. Et donc, du coup, ils ont moins de temps pour traiter les points. Et du coup, il y a moins de choses à communiquer. On va Pardon? espérer que tout finisse par revenir à la normale un jour. Ouais, ça serait bien, hein. Si C'est vrai normal, qu'à une mais époque, je me rappelle quand le magazine existait en kiosque, mais c'était vraiment un magazine. Je veux dire, on était tout le temps à la bourre, toujours à courir partout pour faire les chroniques et tout ça, et c'était fun, quoi. Enfin, c'était du boulot, mais c'était vraiment fun, quoi.
Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Tu sais, même ici au Québec, je me souviens quand j'étais plus jeune, on avait les safaris, on avait les débrouillards, qui étaient des revues papier qu'on lisait. Puis aujourd'hui, c'est pas trouvable. Tu sais, ceux qui ont les collections des débrouillards, ils peuvent vendre ça. Ils peuvent J'ai prendre été, j'ai été une dizaine de fois dans Nocturne, si vous avez connu, et un petit peu dans Brune Éternité. Je faisais ça. aussi à L'éternité, l'époque. oui. Il y a l'auteur Jonathan Reynolds qui nous en a Ouais. parlé la semaine dernière. J'étais 2 fois chez eux et une dizaine de fois à Nocturne. Ah, ben, c'est bien. Ben, c'est ça, là, j'avais prévu d'aller faire un tour chez Brin Éternité. Pour là, j'attends un petit peu parce que mes dépenses en frais de livre vont un petit peu Ouais, c'est exploser. clair. Mais c'est vrai qu'ils étaient fun. Pour moi, c'était nouveau d'être publié au Québec, même dans des fanzines. Je veux dire, c'était que des fanzines. C'était pas, voilà, c'est pas des bouquins brochés avec couverture dure ou quoi. Mais moi, ça me suffisait parce que j'avais des retours du Québec, quoi. Et des fois, je discutais avec des gens de France. Je disais, ouais, ben voilà, j'ai un retour du Québec. Le texte leur a plu, leur a pas plu, voilà. Et les gens étaient ah bon? Et je trouve ça génial. Et c'est vrai que quand Ada m'a donné la chance d'être publié au Québec, j'ai adoré, quoi. J'ai plongé là-dessus. Ils m'ont proposé de venir au Boréal, je suis venu, j'ai pas cherché, j'ai pas regardé à la dépense, quoi. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. Mais bon, j'ai Mais peur que pourquoi ça ça soit. m'étonne? Parce qu'ils ont. OK. J'ai pas envie de lancer de polémique sur ADA. J'ai pas envie de ça. Mais tu sais, je pense à ça, mais tu sais, il y a l'auteur Mehdi Marion qui a écrit Ardiane, Riley, aide-moi, je me souviens jamais. Ardiane Vulpea, si je me trompe pas. Peut-être, oui. Puis c'est pas un auteur français, Mehdi Marion? Ou peut-être, je sais pas. Je Je sais pas. connais pas. Mais à un moment donné, on était plusieurs auteurs français chez ADA, oui. Après, voilà, de tête, comme ça, je saurais pas les citer. Mais oui, oui, bien sûr. Mais après, Parce que c'est peut-être une politique ponctuelle. Je veux dire, peut-être qu'à un moment donné, voilà, il y avait trop de frais ou trop de problèmes avec la France, parce qu'à un moment donné, ils voulaient changer aussi de distributeur, parce qu'en France, ils avaient des soucis avec le distributeur. Donc, des fois, il suffit de pas grand-chose. Moi, j'ai connu ça aussi chez des éditeurs français, hein. Vous avez un problème avec les distributeurs, ben, ça vous fout en l'air tous les Mhm. produits, toutes les sorties. Les gens commandent des bouquins, ils les reçoivent pas. Donc, la première fois, ils disent rien, la deuxième fois, ils vont ailleurs, quoi. C'est Donc, ça, voilà, Riley, elle vient de me confirmer que Mehdi Marion, il est français. Il a d'accord? sorti Ardiane Vulpea, puis si je me trompe pas, ça fait un an ou deux qu'il est sorti. Peut-être, oui. Puis je sais pas ce qui va arriver avec son tome 2. Ouais, moi non plus, les tomes 2 de beaucoup de personnes, sais pas ce qui va arriver. On a des mauvaises nouvelles depuis ce matin. Ouais. Fait que, mais c'est Après, ça. c'est vrai que c'est dommage si vous avez prévu un tome 2 et que les lecteurs l'attendent. Enfin, moi, je vois avec Attraction Galactique, quand au début, les gens m'ont redemandé une suite et que l'éditeur a fait faillite, je me rappelle avoir, pendant un moment, j'étais dans des salons pour d'autres choses, quoi. Et les gens venaient me voir et me disaient Mhm. alors, l'éditeur a fait faillite, je suis désolé, je Ça peux va. pas l'annoncer. Voilà. Ah ouais, mais faites-le en auto-édition, nous on veut lire la suite. Voilà, mais oui, forcément. C'est embêtant quand on est parti sur un truc qui est pas mal. Là, Ouais. Lune écarlate, pour moi, c'est embêtant parce qu'il y a quand même 5 bouquins qui sont sortis. On avait prévu d'en faire encore et voilà, ça s'arrête parce que c'est un problème d'argent, quoi. D'argent, de temps, de distributeurs qui font pas le. Chez nous, on a Hachette pour les petits éditeurs en tout cas, il joue pas le jeu, il fait de la vente ferme au libraire. La OK. vente ferme, ça veut dire que le libraire, s'il achète 10 bouquins et qu'il les vend pas, il se les garde sur lui, quoi, enfin, chez lui, quoi. Ouais. Alors que les grosses maisons d'édition, ils envoient des bouquins, les Harry Potter et tout ça. Le libraire n'arrive pas à les vendre, il les renvoie chez l'éditeur et il se fait rembourser ou ça lui coûte juste les frais de port, Ouais, des choses comme ça. c'est pas juste. Il y a pas de... Et voilà, il y a deux poids, deux mesures parce que Hachette, c'est un grand distributeur qui distribue des gros éditeurs. Et on s'aperçoit que avec certains éditeurs, il joue le jeu et il fait les échanges normaux. Et dans certains éditeurs, il dit ah non, non, moi je fais de la vente ferme. Et j'ai eu le cas chez Lune Écarlate, j'étais allé dans une librairie, un Cultura, donc une grande firme. Les gars avaient commandé, je sais plus combien de bouquins, et ils les ont gardés sur le bras, quoi. Alors ça a fait tout un pataquès parce qu'ils voulaient que je leur rachète tout le stock. Le problème, c'est que leur racheter tout le stock à leur prix à eux, parce qu'ils voulaient récupérer leurs 40% sur le prix de vente. Oui, ok, je peux en acheter quelques-uns, quoi, mais j'en ai déjà moi du stock. Enfin, vous Donc, c'est voyez, ça. ça fait beaucoup de mal chez certains libraires qui m'ont dit non, vous, on vous veut plus, quoi. Donc il fallait que j'emmène mes propres bouquins que j'avais récupérés d'une autre manière.
leur verser à la main les 35%, et tout comme ça. Enfin, c'était compliqué, quoi. Qu'est-ce que c'est les lois de la littérature. Je trouve Mais je ça pense qu'en artistique, c'est partout pareil. Je pense que les gens qui font de la musique, les gens qui font de l'image ou des choses comme ça, ils ont le même problème, quoi. Il y a toujours des tas de gens au fur et à mesure qui prennent un maximum d'argent, et c'est pas celui qui a fait le job au départ qui gagne le plus, quoi. non, vraiment pas. Ouais. Bon, moi, je fais ça par passion parce que j'aime bien, j'ai des idées enfin, j'ai des histoires à raconter, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, j'attends d'avoir des gens qui les lisent et qui me donnent leur avis, quoi. Donc même si je gagne rien, je m'en fous. Je veux dire, quelque part, je suis valorisé par le fait que les lecteurs me lisent et me disent on veut une suite ou on a bien aimé ou des choses comme ça, beaucoup plus que par l'argent. Mais c'est déjà bien. En même temps, t'es un auteur qui va vouloir écrire pour l'argent, ça va beaucoup paraître. C'est Oui, quelqu'un qui veut le succès paraît plus que pour quelqu'un qui le fait pour le plaisir puis parce qu'il aime ça. oui, c'est clair. C'est vrai que certains gros auteurs, enfin grands auteurs, des fois, on s'aperçoit que il y a certains bouquins, quand on lit plusieurs livres, on s'aperçoit très bien que il y a certains bouquins qui sont pour payer les impôts, quoi. Voilà, j'exagère un peu, mais c'est voilà. Malheureusement, les gens qui font beaucoup de bouquins, même Jimmy Gueux, je le vois sur les 150 romans qu'il a écrits, il y en a deux ou trois dans le tas où on se dit ouais, bon, c'était vraiment minime les idées, quoi. Et on voit il a dû faire un truc rapide, voilà. Mais à une époque, il a le délai de publication, c'était un par mois. À l'époque, Fleuve Noir, il fallait sortir un bouquin par mois, donc pas forcément du même auteur, mais Fleuve Noir sortait un bouquin par mois. Donc je pense qu'il devait y avoir une pression monstrueuse au niveau des auteurs, et certains auteurs ont dû se débrouiller un peu comme ils ont pu, quoi. Ah oui. Ouais. Je pense à Morcock aussi, qui a fait le cycle des épées, Éric de Melly-Baudet, des choses comme ça. Il y a certains passages où on voit clairement que, ouais, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Il a mis quelques idées dans une boîte, il a secoué, il a jeté ça sur le truc et ça a fait un truc à peu près pas mal, quoi. Voilà, mais ouais, je suis pas trop fan de ce genre de truc. Moi, j'aime bien écrire au feeling, quoi. Même si je prends du temps, mais que ça soit cohérent, quoi, que ça soit intéressant, que voilà. C'est pour ça que j'écris rarement sur commande. Donc les appels à texte pour des nouvelles ou des choses comme ça, souvent je les lis, je regarde si c'est quelque chose qui est dans mon style, si Mhm. j'ai une idée ou pas. Si je vois que j'ai pas d'idée, je laisse tomber, quoi. Oh, Voilà. Donc j'essaye pas de faire un texte pour faire un texte. Bon, après, des fois ça passe pas non plus. Je veux dire, je suis régulièrement rejeté. Là, il y avait un truc sur Frankenstein. Ils ont fait un appel à texte. Moi, j'ai fait un truc qui me paraissait pas mal. Bon, c'est pas passé, c'est pas grave. Mais voilà, je veux dire, j'essaye de pas faire un truc pour faire un truc, quoi. non, mais c'est quand même bien. Tu sais, je veux dire, comment dire? J'ai tout le temps juste le mot honorable qui me vient en tête. C'est pas le mot que je veux dire. Mais tu sais, je trouve Merci. que tu sais, tu restes fidèle à toi-même. Tu sais, si ça te tente pas, ça te Ouais, tente pas, puis tu disons que forces j'essaye pas. de pas, je voudrais pas, comment dire, un peu tromper le lecteur, quoi. C'est De ça. lui faire croire qu'il y a un truc super, alors qu'en fait, c'est rien dedans, quoi. C'est pas terrible, quoi. Ouais, il faut vraiment que. Par contre, Moi, comme j'ai beaucoup c'est d'idées, super bon, j'arrive j'ai pas travaillé beaucoup dessus, mais au final, c'est non, je l'ai juste écrit pour l'écrire, là. C'est pas. ouais, Donc voilà. Euh, je vais y aller avec mes dernières questions, en fait, parce que tu as un petit peu répondu aussi sur le fait de si tu avais d'autres projets en cours, tu sais, compte tenu du fait que là, au Québec, tu sais, là, tu attends des réponses de Cysbrume et qu'avec nous aussi, la pandémie, on ne sait pas comment ça s'en va. Puis là, tu sais, comme tu dis, t'es pas sur commande. Fait que, on va voir, on va attendre. Tu sais, moi, je sais que je vais continuer, je vais lire les formats PDF que j'ai achetés EPUB. J'ai Ama Arm. Il y a le cartel robotique, si je me trompe pas, que tu m'as offert. J'ai prévu d'acheter les autres aussi qu'on avait regardés la semaine dernière ensemble quand on avait fait le test audio, d'accord. qui se vendent à peu près à 5 $ en format EPUB, nous, ici au Québec. Les agents photoniques, je pense. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est sûr que ça va rejoindre ma liste, que je vais lire tout ça. Mais tu sais, c'est sûr que je vais prendre je vais continuer à regarder, papouiner. Puis, C'est gentil. évidemment, s'il y a un autre livre de Christian Perrault qui vient qu'à voir le jour, je vais l'acheter. Ça, C'est c'est gentil. sûr. Bon, j'ai encore pas mal de choses sous le coude, quoi. Donc, je continue à chercher des éditeurs. De toute façon, là, les éditeurs évidence me reprennent la quadrilogie d'agents photoniques, mais je sais pas s'ils vont prendre autre chose.
OK. Dans le doute, je continue à postuler entre guillemets chez votre éditeur. Je suis aussi en discussion pour du jeu de rôle aussi, pour la saga de fantasy, le gros morceau que personne veut. J'ai tout un univers à la Tolkien. C'est pas du Oh. Tolkien, c'est différent. Il n'y a pas d'elfes, de nains, c'est complètement à part. Mais je suis en train de discuter avec un éditeur là de jeux de rôle, quoi, pour Ah. peut-être éventuellement me tourner là-dedans. Voilà, mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment un titre de projet, voilà. Mais en termes de bouquins, donc j'ai la saga encore sous le coude, j'ai plusieurs bouquins fantastiques, j'ai encore de l'anticipation, voilà, j'ai un bouquin qui se passe sur la Lune, avec avec une cyborg qui a une enquêteuse sur la Lune, avec voilà, c'est du fantastique aussi un petit peu, mais ça reste très terre à terre, quoi, avec des techniques réelles. J'ai regardé comment ils ont tout un tas de trucs là depuis que Trump a lancé l'idée qu'il fallait retourner sur la Lune. Ils ont la NASA et tout ça, ils ont lancé tout un tas de recherches pour fabriquer des villes ou enfin des points avec recouvrant de sable lunaire et tout ça. Donc je me suis basé là-dessus. Il y a pas mal d'idées. Voilà, ils ont commencé à faire des maisons qui s'auto-réparent en injectant des champignons dans les murs. Donc j'ai imaginé qu'ils utilisaient ça sur la Lune, justement pour l'aspect étanchéité, quoi. Et voilà, du coup, je brode un peu là-dessus et puis je rajoute une petite dimension fantastique. Voilà, donc voilà, tout ça c'est fini. Je suis sur Wattpad aussi. J'ai un bouquin qui est terminé là-bas dedans avec un post-apocalyptique avec des robots. Donc ça c'est gratuit, hein, vous pouvez aller le lire. J'avais commencé un thriller, donc vraiment sans fantastique du tout. Toujours pareil, je me suis parti sur une idée. J'ai lu dans un fait divers qu'il y a des gens qui avaient posé, alors c'est en Amérique, c'est pas au Québec, mais en France, qui avaient posé une autorisation pour faire de paintball sur femmes nues. Et bon, l'idée en elle-même était saugrenue, donc ça a été refusé par je sais plus quelle ville, enfin j'ai plus en tête maintenant le détail, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais si les gens avaient, ok, le paintball c'est gentil, quoi. Mais si les gens étaient partis sur une idée de chasser la famille. Et du coup, je suis parti sur un vrai thriller où les gens, il y a des filles qui se sont enlevées pour servir dans une chasse à la femme, quoi. Mais je l'ai pas fini. Il est sur Wattpad, il est au début. Voilà. Pour info, voilà, je veux dire, des fois, je tombe sur des trucs. Des fois, il y a des faits divers qui sont bizarres, quoi. Qui déclenchent en fait quelque chose par leur aspect complètement fou. Où on parlait de fantastique tout à l'heure, ils ont retrouvé dans les fondations d'un couvent, je sais plus combien de cadavres, enfin d'ossements de bébés. Donc on suppose qu'à l'époque, ils faisaient des avortements, et tout comme ça. Mais c'est une super idée en termes fantastiques à la Lovecraft. Parce que qui dit cadavre de bébé dit peut-être une bestiole qui se nourrit de bébé, avec peut-être voilà, des gens qui sont possédés par quelque chose ou comme ça. Donc voilà, c'est une super idée. Donc pour l'instant, elle est dans un recoin de mes tiroirs, mais je trouve que des fois, il y a des idées comme ça dans les faits divers ou dans les trucs qu'on lit sur Internet qui sont fun, quoi. Je trouve ça Donc, passionnant. Moi, je suis juste comme, waouh, je veux tout lire ça. ah, c'est pas fini, tout ça n'est pas fini, tout ça. Mais voilà, c'est pour dire que voilà, je me considère vraiment comme un conteur. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'idées, peut-être parce que j'ai fait beaucoup de jeux de rôle et j'en fais toujours. Je joue à Donjons Dragons depuis 84 et à d'autres jeux. Et l'aspect jeu de rôle permet voilà, de partir d'une idée, même une idée simple et petite, quoi, et de Mhm. tramer autour avec des personnages, avec des rebondissements, avec voilà. Donc c'est une capacité que j'ai eu, j'ai développé avec le temps d'expérience d'écriture, où j'arrive facilement à tourner autour d'une idée, la structurer et tout ça, quoi. Là, j'ai un autre projet qui va se passer sur 300 ans, avec, on va suivre un groupe sur tous les 100 ans en fait. Un groupe qui part à l'aventure chercher des dragons. Donc en 1820, en 1920, en 2020. Et voilà, donc là, il y a pas mal de recherches historiques, faut pas dire n'importe quoi, et puis pour montrer la différence entre à chaque fois avec 100 ans de décalage, les différences dans les transports, dans le comportement des gens. Je pense à la condition de la femme, par exemple, en 1820, 1920, c'était pas du tout pareil que maintenant. Et voilà, donc j'essaie de jouer là-dessus, et au passage, je rajoute une petite dimension fantastique pour lier tout ça et faire quelque chose d'intéressant, quoi.
Voilà, donc j'ai toujours plein d'idées, j'ai toujours plein de trucs. Après, c'est un problème de temps et d'éditeur, quoi. Ben, en tout cas, moi, je sais que je vais continuer à me tenir au courant, ça, c'est sûr. Merci. Ça a l'air très intéressant. Il y a Moon Nathalie qui est en France aussi, qui vient d'écrire Bonsoir, je prends cours. Je ne connais pas M. Perrault, mais je vais me renseigner. Ici, si Bonjour. c'est possible, j'achèterai en librairie en France. Bon Alors, courage pour vous trouver un éditeur. J'ai cru comprendre que c'était très difficile. Elle écrit Merci, Marie-Michel, de nous donner la possibilité de nous parler. Je suis ravie de connaître de nouveaux auteurs. Ah, ça fait plaisir. merci beaucoup. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est disponible en France, là. Dans n'importe quelle librairie française, si vous y allez avec le numéro d'ISBN, donc c'est le gros numéro qui est à l'arrière des bouquins, là, sur les codes barres, ils sont tenus, enfin, sont censés pouvoir commander le bouquin, chez n'importe quel éditeur. OK. Parce que le numéro d'ISBN est enregistré dans ce qu'ils appellent la base Electre. Et donc, dans la base Electre, ben, ils sont capables de commander. Alors, est-ce que ça arrivera en une semaine? Est-ce que ça arrivera en 2 mois? Ça, c'est un autre problème. Mais théoriquement, dans n'importe quelle librairie, vous dites, je veux ce bouquin-là, ils sont censés vous le commander. Et si vraiment ça ne va pas, il faut passer par les éditeurs directement. Je pense à Lune Écarlate ou même à les éditions du Tourment, qui est un éditeur très, très local. Vous écrivez sur leur site, vous dites, je veux commander ça, ils vous l'envoient. Je veux dire, il y a pas de souci. Évidence édition là, qui va prendre la trilogie de l'agent photonique, ça a l'air d'être un éditeur assez conséquent aussi. Donc je pense que ça va être facile à les commander, quoi. Donc soit vous les commandez encore en format Lune Écarlate, soit vous attendez un petit peu pour qu'ils sortent en changeant, quoi. Pour la trilogie. Par contre, pour Cartel Robotique, Amaham, pour l'instant, ceux-là, il faut les acheter maintenant, quoi. Parce que je sais pas dans combien de temps ils vont être encore en vente. OK. Après, si c'est quelqu'un qui est en France, moi, je suis en France aussi. Donc, il y a peut-être possibilité de, voilà, Ouais. voilà, on m'envoie un chèque, par courrier, ou un truc comme ça. Il y a toujours des possibilités. Toujours une possibilité de s'arranger, ça, c'est sûr. Moi, Nathalie qui répond, ça me plaît bien tout ça, de beaux projets à venir. Cet univers me plaît bien. On est deux. Merci. Donc, là, Sandra demande, je sais que c'est la deuxième fois qu'elle demande, mais je peux-tu acheter en ma âme directement de toi dédicacé? Alors oui, on peut. C'est faisable, oui. Par contre, Amaham, encore une fois, c'est vraiment un bouquin très particulier. Regardez les avis sur. Alors Amazon France, je crois qu'il n'y a pas d'avis Amazon. Mais sinon sur mon site, directement sur mon site, puisque je reprends toujours une partie des avis, Amam est très très particulier. OK. Je Si n'ai pas encore lu. voilà, si vous voulez commencer à me lire en lisant Amam, c'est voir une facette très très sombre qui n'est présente que dans Amam, parce que c'est vraiment un bouquin que j'ai écrit comment dire, pour dénoncer une situation, la violence aux femmes en général, quoi. Et voilà, c'était un bouquin que je traînais dans mes pattes depuis longtemps et je voulais le sortir, donc c'est sorti. Mais ça reste très très glauque et très très sombre. Et OK. c'est complètement à l'opposé de tous les autres bouquins que j'ai écrits. Voilà, donc, voilà, c'est pour ça que. Il y a pas des fois. Alors après, voilà, si vous êtes fan d'horreur, bien sûr, il y a pas de souci, quoi. Voilà. Donc, Sandra, tu vas pouvoir écrire directement à M. Perrault sur Facebook Ouais. ou sur son site Internet. Il va pouvoir te répondre pour le livre. Vous allez pouvoir vous arranger ensemble. Oui, il n'y a pas de souci, ça me tombe sur une Nathalie, boîte. oui. Moi, Nathalie qui dit D'accord, merci beaucoup pour les renseignements. C'est difficile de trouver des livres papier qui viennent du Québec. Oui. Vu les frais de transport, je pense, entre Québec et France. Alors, le Métampsychose et Ombre Oui. sont diffusés en France par DG Diffusion. Bon. Donc, ils sont disponibles en librairie si la librairie l'a demandé. Alors, en Alsace, moi, je suis allé dans un Leclerc, vous savez, dans les Leclerc, maintenant, il y en a certains qui ont des parties multimédia et bouquins. Et donc, je suis allé là-bas dedans, ils en avaient en rayon. Donc, c'est faisable de l'avoir en France comment dire, en diffusion, en frais de port français, quoi. OK. Voilà, donc elle n'est pas obligée de commander au Québec. C'est sûr qu'en commandant au Québec, c'est beaucoup plus cher. Mais il y a possibilité de l'avoir en France directement, quoi. Ben, go moon, Nathalie. On se lâche là. Donc, je vais te poser mes deux dernières questions. Si vous avez d'autres questions, là, pour là, on est quatre, mais les quatre personnes qui nous regardent, si vous avez d'autres questions, allez-y, lâchez-vous lousse avant que je termine l'entrevue. Donc,
J'aime beaucoup demander aux auteurs si vous aviez la chance d'écrire avec un autre auteur, c'est faire un livre à quatre mains, avec qui vous aimeriez écrire? Un seul auteur, Une seule personne. une seule personne. Waouh. Euh, je sais pas. Je dirais Tolkien parce que c'est celui qui a le plus. Voilà, parce que Tolkien a quand même créé des langues, il a créé des mondes, il a. Enfin, je veux dire, c'est un niveau qu'on n'atteindra jamais plus. Quoi. Voilà, mais c'est vrai que Tolkien, Howard, qui a fait Conan, qui est génial. Lovecraft, je sais pas, parce qu'il avait l'air un peu quand même un peu strange. Alors, si on est enfermé dans une pièce à écrire à quatre mains avec Lovecraft, oui, peut-être. Voilà. Non, voilà. Donc, si je devrais en choisir qu'un, ça serait plutôt Tolkien, quoi. Mais voilà, il y a plein d'auteurs qui sont géniaux, qui ont fait des super trucs. Je sais pas, je pense à Kuntz, qui a fait Spectre, qui est génial. Bon, Jimmy Gueux, bien sûr. Même si c'est dommage qu'il est décédé, j'aimerais bien discuter encore avec lui. Voilà. Mais il y a plein d'auteurs qui, oui, j'ai jamais fait du quatre mains. On m'en a déjà parlé. Il y a eu deux, trois fois des sujets où on m'a proposé. Et j'ai dit, bah oui, c'est une bonne idée. Et puis, ça s'est cassé la figure. Les gens n'avaient plus d'idées, pas le temps. Mais j'en ai connu. Je pense par contre, j'ai plus en tête. C'est Oksana, je crois. Oksana et Gilles Pio. Ils travaillent à deux sur des bouquins de science-fiction. Et il y en a un des deux qui fait tout ce qui est dialogue et interaction perso. Et l'autre fait tout ce qui est univers, description et tout ça. C'est pas mal. Enfin, j'ai eu l'occasion de lire leurs bouquins, de discuter avec eux sur des salons. C'est chouette, quoi. Je trouve l'idée est pas mal, quoi. C'est pareil, si je pourrais aussi faire du travail avec des gens qui font de la BD, par exemple. Mais c'est pareil, il y a des fois des gens qui me disent, ah, je vais peut-être faire une BD, tu veux pas faire scénariste et tout. Bah oui, bien sûr, pas de problème, on y va. Voilà. Et puis souvent, bah, ça tombe à l'eau parce qu'il n'y a pas d'éditeur, ou il n'y a pas l'argent, ou, voilà, où les gens sont appelés sur d'autres sujets, ou des comme ça, quoi. Mais je pense que toute expérience est bonne à faire, au moins une fois. Après, on se plante, c'était pas bien, mais je pense qu'il faut essayer un peu tout, quoi. Voilà, en restant dans le domaine normal, quoi. Je veux dire, voilà, je veux pas que vous croyez que voilà, je fais de l'apologie de quoi que ce soit. Non, mais je pense que voilà, même que ça soit en littérature ou en musique en dessin ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, on voit toujours les gens font des essais, quoi, discutent, Mhm. échangent, se prêtent des idées. Donc, je trouve que l'idée est bonne, quoi. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps encore. Mais ça arrive, il y en a beaucoup. Tu sais, je le demande à tous les auteurs, puis il y en a beaucoup qui ne le savent pas. J'ai Jonathan Reynolds qui me répondit aussi, qui m'a dit que lui, ça l'intéressait pas vraiment. Fait que, tu sais, D'accord. les réponses sont variées. C'est pas tout le monde que ça l'intéresse parce qu'il faut quand même, tu sais, c'est pas comme quand t'écris juste toi. Tu sais, C'est c'est différent. C'est différent. Je pense que deux. voilà. Déjà, il faut que l'univers soit connu des deux. Mhm. Voilà, donc je pense par exemple en fantastique, ça irait bien. Parce qu'en fantastique, on se base beaucoup sur le réel. Ouais. Donc il y en a un qui habite, je sais pas, qui habite au Québec, un qui habite en France. Ben, celui qui est au Québec s'occupe de la partie qui se passe au Québec. Et voilà, je veux dire, ça me choquerait pas, quoi. C'est vrai que dans un bouquin, par exemple, de fantasy, où il y a un gros univers derrière, imaginons Tolkien, si on est à deux dessus, il faut vraiment que chacun a la même idée, quoi. Mhm. Là, il y a une série qui va sortir bientôt, là, qui a commencé à sortir, ça s'appelle Andon Island, qui va être chez oh, j'ai oublié le nom zut. Nitisleep, enfin, vous le verrez, vous retrouverez peut-être sur Facebook. Et en fait, on est 6 auteurs à avoir travaillé sur un univers de Mindstorm. C'est un auteur qui a inventé un univers et on est 6 auteurs à avoir travaillé dessus. Et en fait, c'est pas évident parce que même si chacun de nous a travaillé que sur son propre roman, ben, il fallait se documenter, lire les autres romans pour s'assurer de ne pas dire des bêtises. Je sais pas, à un moment donné, il y a un orphelinat, il y en a un qui a mis un mur de séparation devant l'orphelinat. Si vous le savez pas, quand vous arrivez dans votre bouquin, vous commencez à raconter l'histoire et vous passez à côté du mur, quoi. Enfin, je prends un exemple comme ça. Voilà, il faut quand même beaucoup d'échanges et beaucoup de discussions, quoi. Mhm. Donc, je pense que c'est faisable pour des sujets particuliers, des one-shots, quoi, des sujets, mais peut-être pas sur le long terme, quoi. Ou alors, il faut vraiment que les deux connaissent par cœur l'univers ou connaissent, pourquoi pas, je veux dire,
Il y a des gros trucs, des gros bouquins qui ont été faits à plusieurs. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de collectifs aussi. Puis on voit ça beaucoup. Donc, c'est ma dernière question, tout le monde. Donc, ben, celle que je vais poser, ça va être ma dernière question. Fait que si vous en avez, lâchez-vous là maintenant, avant qu'on n'ait plus le temps. Après, c'est le Donc, cas. la question que j'aime beaucoup poser, en fait, c'est peut-être plus pour moi que pour les gens, mais si j'avais un livre à lire, tu me dirais, Marie, c'est absolument ce livre-là que tu dois lire au moins une fois dans ta vie, ça serait lequel? Mais de façon générale, Oui, c'est pas obligé d'être le tien, là. Ça peut être un livre qui t'a marqué toi. Euh, ben, j'ai plein de livres qui m'ont marqué moi. Donc. Je dirais que la question est pas suffisante, quoi. Il faudrait savoir le style. Par exemple, si c'est plutôt fantastique, je dirais Spectre de Conte, parce que c'est vraiment, en termes de fantastique, c'est vraiment un sacré niveau. En termes d'historique avec des rebondissements, je dirais Les Voix d'Anubis de Powers. Si c'est plutôt un terme plus de la fantaisie, je dirais plutôt Le Seigneur des Anneaux ou Bilbo de Tolkien. Donc ça va dépendre, voilà. Mais par exemple, Spectre de Conte, je l'ai relu plusieurs fois déjà, parce que je trouve que c'est. Alors ils en ont fait un film qui est pourri, comme c'est malheureusement des fois le cas. Chaque fois qu'ils font des bouquins, des films de bouquins, des fois c'est un loupé. Euh, voilà, mais ça dépend de ce que vous aimez. Il y a des gens qui aiment le fantastique, il y a des gens qui aiment le gore. Je suis pas trop gore moi par contre, mais c'est difficile de dire à quelqu'un il faut lire ce livre-là, quoi. À part si c'est un bouquin, je sais pas, par exemple j'ai lu le bouquin des Bogdanov sur quand ils ont calculé jusqu'au Big Bang du point de vue mathématique, c'était super intéressant. Mais est-ce que ça va intéresser d'autres gens? J'en sais rien. Je veux dire, voilà. Donc c'est difficile de conseiller un bouquin à quelqu'un, quoi, qui va aimer les vampires, qui va aimer. J'aime bien Harry Potter, par exemple. Voilà. Il y en a qui détestent. je ne Ouais, comprends pas les gens qui aiment pas Harry Potter. voilà. Mais c'est vrai que des fois, il y a des bouquins qui sont un peu sortis, enfin, qu'on découvre par hasard, quoi, sur Mhm. lequel on tombe par hasard parce que la couverture nous plaît, un peu comme ça, et des fois on trouve des pépites. Je pense à Spectre, par exemple, la couverture, elle est pourrie, quoi. Je crois, soit il y a un gros, la toute première couverture que j'ai vue, on voit les seins d'une femme. Aucun OK. rapport avec aucun rapport avec le bouquin. Donc, on se dirait encore une histoire de, ouais, bon, c'est absolument pas. Et dans l'autre truc que j'avais, on voit un gros papillon. Le papillon, ça a un peu du sens parce qu'il y a un papillon dans le truc, mais voilà, spectre en plus, on pense à des histoires de fantômes et tout comme ça. Et je Mhm. crois qu'en anglais, c'est Phantoms, il me semble, le titre en anglais, parce que Kant, c'est un auteur américain, je crois. Euh, mais alors, par contre, j'ai lu d'autres bouquins de Kant, j'ai moins aimé. Autant Spectre, j'ai adoré, autant j'ai lu, je sais plus lequel, il y en a un avec un crash d'avion. Ouais, bof, voilà. Mais c'est comme Stephen King. Stephen King, il y a des super bouquins. Si vous lisez Salem, par exemple, c'est un bouquin, c'est vraiment, c'est une histoire de vampire, quoi. Ok, super, c'est Stephen King qui l'a écrit, mais c'est pas du tout au niveau de Cimetière, par exemple, ou La part des ténèbres. Pour ceux qui aiment le gore, la part des ténèbres est très gore. Là, ça gicle dans tous les sens, quoi. Euh, voilà, il y a des trucs, c'est difficile de conseiller un bouquin à quelqu'un, je dirais, quoi. Donc c'est plutôt ce qui vous plaît comme style. Et dans le panel du style qui vous intéresse, là, on peut faire une réponse en disant, ben, il y a ça qui est pas mal ou ça qui est pas mal. Par exemple, Tolkien, il vaut mieux lire le Bilbo d'abord. Il y a Oui. plein de gens qui disent, ah ben non, c'est un bouquin pour enfants, j'ai pas envie de le lire. Ben si, parce que si vous lisez Bilbo, c'est un bouquin pour enfants, certes, mais ça vous pose quand même une grosse partie de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et lire le Seigneur des Anneaux sans avoir lu Bilbo, c'est galère, quoi. Ben, Par c'est ça, contre, je dis, nous, au Québec, c'est juste Hobbit, ouais, c'est le Hobbit, Hobbit puis le Seigneur des Anneaux. Mais oui, effectivement, mais tu sais, quand ils ont fait la série télé, les films, ils les ont fait à l'inverse aussi. oui. Ils ont fait les Seigneurs des Anneaux avant de faire la série des Hobbits. Tu sais, ils ont. Ouais, je sais, parce que tout le monde a la même réaction, comme c'était au départ un bouquin pour enfants. Ils disent, bon, pas intéressant. Par contre, enfin, je sais pas que je déconseille, mais le Silmarillion, je l'ai lu, mais c'est un sacré pavé, quoi. Silmarillion, j'exagère un peu, c'est comme si vous lisiez le bottin, quoi, avec enfin, l'annuaire téléphonique, quoi. Parce qu'il y a plein de noms, de machin, fils de trucs, petit cousin germain de, voilà.
ouais, c'est intéressant, mais voilà quoi. Après, il y a Contes et légendes inachevées, et il y a pas le début, il y a pas la fin, il y a que le début ou que la fin. Ou... Ouais, Ben, ça le dit, hein, les gens oui, non il y a rien du inachevés, tout. voilà. Voilà. Mais ça sent un peu le truc qui a été publié à titre posthume pour les fans, quoi. Mais je pense que Tolkien en lui-même aurait refusé de le publier, quoi. Parce qu'il aurait dit, attendez, j'ai pas fini mon truc, laissez-moi finir le bouquin d'abord. Voilà. Euh, mais c'est vrai que souvent, ouais, il faut vraiment regarder ce qui plaît, ce qui plaît pas. Chacun est différent. Je parlais de Calvez tout à l'heure. Je sais pas moi, la planète du vent est super. Il y a plusieurs bouquins qui sont pas mal. On a parlé de 2001, l'Odyssée de l'espace. Il vaut mieux avoir lu le bouquin avant de voir le film, parce que le film visuellement est très très beau. Mais alors, si vous n'avez pas lu le bouquin qui vous raconte un petit peu qu'est-ce qui se passe, vous êtes paumé de chez paumé, quoi. Voilà, donc il y a certains trucs comme ça, il vaut mieux lire le bouquin d'abord, et dans d'autres, il vaut mieux voir le film d'abord. Euh, voilà, C'est chacun ses vraiment rare que le livre n'est pas mieux que la version soit film ou série à la télé, là. Normalement, c'est très rare que quand ça a été viré numériquement, télévision, série, que ça surpasse le film. Le livre, excusez. Oui, voilà, oui, tout ça. Oui. Ouais. Non, c'est clair, non, c'est clair, Mais tu c'est sais, clair. même Harry Potter, les films, là, tu sais, les films sont géniaux. Je sais pas combien de fois je les ai Ouais, écoutés depuis que mais c'est sorti. ils sont raccourcis, quoi. Il manque des bouts, il y a des trucs qui, On voilà. apprend beaucoup plus de choses quand on Ah lit oui, les livres que quand on voit les films. Mais tu sais, déjà là, les Harry Potter, c'est quand même très long comme film. Fait que oui, s'il n'aurait pas coupé de bout, on aurait eu des films de 3-4 heures sans couper au montage. oui, 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 non, mais c'est clair. Ouais, mais c'est un peu l'inconvénient si les films, voilà. On parlait du Seigneur des Anneaux, la trilogie du Seigneur des Anneaux de Jackson, elle est très bien parce que ils l'ont fait vraiment en termes de fans. Ils ont un peu coupé, ils ont un peu raccourci. Il y a certains trucs, ils ont un peu changé des choses, mais globalement, ça reste très très proche du bouquin. Mhm. Alors que Bilbo l'Hobbit, qui est un petit bouquin qu'ils ont fait en trilogie, où ils ont étiré en allant chercher des appendices du Seigneur des Anneaux et des trucs de Tolkien, des bouts de notes qu'il avait pris quelque part par droite à gauche, ça fait un film Oui. très long, où ils ont rajouté plein de trucs qui n'ont absolument rien à voir avec Tolkien. Et les fans de Tolkien de la première heure font des bons en disant mais non, Tolkien n'aurait jamais permis une histoire d'amour entre un elfe et un nain, jamais de la vie, Legolas pourrait sauter sur une tête de nain dans un cours d'eau. Ok, c'est une vision différente, mais c'est curieux de voir que c'est le même réalisateur qui a fait le Seigneur des Anneaux, qui a fait le Bilbo, qui les a fait déjà à l'envers, bon, pourquoi pas, mais on a l'impression on se dit, mais est-ce que c'est le même gars qui a fait le bouquin, quoi, ou, enfin le film, je veux dire, ou est-ce qu'il a lu ça vite fait, ou voilà, on a l'effet un peu pareil avec Star Wars, les dernières versions, les derniers films de Disney sont assez, voilà, visuellement ils sont assez proches de la trilogie, enfin des six films de Lucas, mais on voit quand même qu'ils se sont lâchés un peu, qu'ils ont fait des trucs complètement à part. Et c'est vrai que souvent en littérature, c'est pareil, quoi. Mhm. Vous avez de très bonnes adaptations et de très, très, très mauvaises. On parlait de Spectre tout à l'heure. Ne regardez pas la version film parce qu'elle est pourrie de chez pourri. Je sais pas, je pense qu'ils ont dû lire 4 pages dans le bouquin et ils ont fait un film avec. Bon, ben voilà, fait que, on est avertis. Donc voilà, mais écoute, ça fait 1h30 qu'on est en Super. rencontre. J'ai rien vu passer de mon côté, donc ça va. C'est J'espère ça que qui est le pour fun, vous, c'est que ça passe tellement vite, mais moi, je les vois aller le temps, je vois le petit temps en haut, fait que je me coupe à ah, moi, 1h30. j'ai pas mis une lunette, donc comme j'ai pas mis une lunette, je vois pas l'heure. Ouais, voilà. C'est vrai que chez nous, en France, il est 21h23. Ben, c'est ça, ben, je vais laisser les gens aller se coucher, puis ben, moi, je vais aller finir de ranger mon épicerie. Oui, oui, ça marche. Donc, je remercie tout le monde encore qui ont été là. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire ce live-là avec moi, de me permettre de te faire connaître plus aux gens. Et Merci, moi merci. aussi en même temps, parce que moi aussi, j'en ai appris. Super. Donc, je suis vraiment contente. Puis écoute, comme je dis, je vais me tenir à l'affût. Puis si je vois une autre chose, un autre nom de livre avec Christian Perrault dessus, c'est sûr que je vais regarder puis je vais acheter ça. Merci. De toute façon, j'en parlerai sur Facebook comme je fais d'habitude, donc il faut pas. Voilà. On reste en contact de toute façon, quoi. Oui. Fait que pour ceux Ok. qui avaient des questions ou qui auraient d'autres questions, vous pouvez écrire soit sur son site Internet ou lui écrire sur Facebook. Il n'y a pas de problème. N'hésitez Puis, pas. Oui.
ou par ton intermédiaire. Je veux dire, par ton Oui, intermédiaire. aussi. Voilà. Il n'y Faut a pas pas de hésiter. problème. Faut pas hésiter parce que des fois j'ai des demandes d'amis que je suis obligé de supprimer parce que c'est visiblement pas des gens qui veulent être. Voilà. Voilà. Donc il faut pas hésiter. Si malheureusement des fois je peux zapper le truc, il faut pas hésiter à me recontacter ou dans une autre possibilité. En général, je réponds toujours, pas forcément dans la journée, mais en général, je réponds toujours parce que c'est le respect du lecteur par rapport à l'auteur, quoi. Si déjà un lecteur prend le temps de vous poser une question ou enfin, de donner un avis ou une critique, même sur Amazon, il y a souvent des avis qui sont postés, systématiquement, je réponds. Dès que je le vois passer, je réponds. Voilà. Donc, il faut pas hésiter. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ceux qui étaient là. Merci pour l'invitation. C'était chouette. Mais ça C'était fait une plaisir. première. Puis comme d'habitude, je remercie aussi d'avance ceux qui vont le revoir plus tard. Pas long, mon coco, j'ai presque fini. Mon fils vient de se lever. Voilà. Fait que merci à tout le monde. Merci à vous. Bonne fin de soirée à vous en France. Bon dodo. Merci. Puis Merci. nous, on va aller profiter du soleil dehors cet Ok. après-midi. Mais bon soleil. Oui, merci. Puis comme je dis, dans le fond, j'annonce toujours, je finis mes lives comme ça vite, vite. Ne pas oublier que dimanche, le 4 mai, à 19h30, heure du Québec, je vais parler avec Francis Leblanc, donc un autre auteur chez ADA. Et mardi, le 26 mai, à 13h30, ce sera avec Dominique Bellavance, autre auteur aussi chez ADA. Donc, sur ça, je vous souhaite à tous une belle fin de journée, une bonne soirée, puis je vous donne des nouvelles. Bye bye! Merci. Au revoir. Okay.